D'accord. Parce que la richesse est abondante. La richesse se partage. Quelqu'un qui comprend qu'il y a abondance n'a pas besoin de retenir pour lui seul. Moi, j'avais des clients qui avaient le milliard de dollars. Donc, ça m'a permis justement de voir que, oh mon Dieu, est-ce qu'il y a des gens qui ont autant de fortune? C'est ça. J'ai une étudiante qui est venue chez moi l'année dernière qui a fait $1 million à la bourse. $1 million. J'ai des étudiants qui ont fait des centaines de mille. J'ai des étudiants qui ont démissionné depuis qu'ils m'ont connu. Quand t'expliques ça a l'air trop simple. C'est Easy Finance Academy. Monsieur Happy Léopold, bonjour. Bonjour mon cher Tanguy de Bangui. Ça va? Très bien. Bon, je suis content de te retrouver pour ce nouvel épisode de Kalimandjaro. On avait déjà fait un épisode il y a maintenant un peu plus d'1 an où on avait découvert, on avait fait tout ton parcours. Là, tu reviens pour promouvoir ton prochain événement qui s'appelle Dream Big ou Dream Bigger. Dream big, own your Dream future. Big, c'est ça. Et l'idée, c'est de comprendre. Nous, j'avais beaucoup aimé notre discussion de la dernière fois. Aussi. Parce que vraiment, c'est un peu pour ce genre de discussion-là qu'on fait ce qu'on fait. Parce que on voit quelqu'un qui a fait des affaires au pays, qui est venu en Europe, qui s'est battu en Europe, et ensuite qui est parti au Canada, et arrivé au Canada, t'as un gros patrimoine. La dernière fois, tu parlais de $10 millions de patrimoine, c'est ça? Immobilier, oui. Un patrimoine immobilier. Et maintenant, ensuite, tu laisses ton travail à la banque qui t'a permis quand même de faire ta situation pour te lancer dans la bourse. Tu veux que tout le monde aille en bourse, enfin que nos entreprises soient listées en bourse. Donc ça, pour moi, c'est le parcours de l'ambitieux qui vient d'Afrique, qu'on a envie de voir et qu'on a envie de mettre en avant. Maintenant, ce qui est intéressant aussi avec toi, c'est ta compréhension finalement aujourd'hui de l'intelligence financière, de l'éducation financière, et c'est ce que tu vas promouvoir à travers cet événement-là. Donc, je suis content qu'on puisse parler de ça. Je dis souvent que pour l'entrepreneur, mais pas que, l'argent c'est le sang de sa boîte, et je pense que même dans notre vie financière ou à tous, l'argent c'est un peu ce qui nous fait vivre au quotidien, Ça nous fait vibrer. ce qui nous fait vibrer. Malheureusement peut-être, mais en tout cas c'est la réalité aujourd'hui. On est dans une société capitaliste, et si on est dans une société capitaliste et qu'on ne maîtrise pas les codes de l'argent, ben en fait on va dans le mur, quoi. Donc c'est pour ça que je suis content qu'on ait cette discussion, que tu viennes encore nous partager ton expérience, nous partager tes connaissances sur le sujet, et je suis ravi de t'accueillir à nouveau sur Kalimandjaro. Présente-toi pour les personnes qui ne te connaissent pas, s'il te plaît. Donc, mon nom c'est Happy Léopold. Je suis un Camerounais. Je suis au Canada. Je suis Canadien naturalisé. Je vis au Canada depuis 20 ans. Je suis un papa de 3 enfants et je suis le fondateur de Easy Finance Academy, une entreprise d'éducation financière qui apprend comment est-ce que l'argent se crée, comment est-ce qu'on crée de la valeur. Et là, quand je t'entends dire ça, tout de suite, j'ai envie de dire, mais comment l'argent se crée, tu vois? Mais c'est vrai, Oui. franchement, c'est la première question. Moi, tu vois, moi, je suis juriste de formation. Oui. Et je sais pas pourquoi cette semaine, en plus, je peux penser beaucoup à ça. C'est-à-dire que s'il s'agit de raisonner, de parler, ça, je peux parler, y a pas de problème. Mais comprendre l'argent, j'ai l'impression qu'il y a un secret dans l'argent qui, moi, m'échappe. Tout à fait. Pas seulement C'est quoi à toi. ce secret? Oui, je pense que c'est pas le Ce seul. secret échappe à tout le monde. Et c'est programmé. C'est fait exprès. Ouais. On n'enseigne pas l'éducation financière à l'école. On enseigne tout déjà de l'équation. On enseigne des formules. On n'enseigne pas comment on budgétise. Ok. Et je pense qu'ils n'ont pas intérêt. Tout à l'heure, tu as parlé de capitalisme. Ouais. Capitalisme, c'est la recherche absolue du gain. Du capital. Du capital. Ouais. Alors, si je te montre mes secrets, tu feras la même chose que moi. Donc, on a intérêt à ne pas montrer pour rester dans la logique, n'est-ce pas? Se faire plus d'argent. Il faut que certains soient des consommateurs pendant que d'autres produisent. Tout à fait. Donc, ça va dévier directement les règles. Le capitalisme, là, si on commence à partager tous les secrets. Donc, ça reste quelque chose qui est accessible. La bonne nouvelle, c'est que si tu commences à fouiller, tu peux tomber sur les bonnes informations, tu peux comprendre les codes. Et si tu ne fouilles pas, c'est pas quelque chose qui est juste la portée de tout le monde. Oui, le sujet, donc, c'est pas inaccessible.
C'est pas une astuce. C'est juste ça, que, la bonne nouvelle. voilà, la bonne nouvelle, c'est ça. Mais c'est juste que, pour une raison X ou Y, c'est pas quelque chose qu'on nous donne a priori, qu'on nous donne pas à l'école, qu'on donnera pas à nos enfants d'ailleurs. Mais il y a que nous qui devons faire l'effort d'aller chercher cette information-là, parce qu'ils ont considéré que prioritairement il fallait faire autre chose, nous enseigner autre chose. Exactement. Peut-être que pour que les gens comprennent, parce qu'on avait enregistré un précédent épisode qui nous avait permis de voir un peu tout ton parcours et notamment de manière un peu profonde tout ce que tu as fait à la banque, tous les postes que tu as occupés qui t'ont permis ensuite d'accompagner les high net worth les clients, ceux qui avaient plus de 8 millions de dollars de capital, c'est ça, ceux que tu accompagnais? Je dirais que j'ai commencé, quand je suis arrivé au Canada, j'ai pas commencé à la banque directement. Ouais, t'étais à Pizza. Avant ça même, j'ai nettoyé le sol dans une entreprise qui faisait du lait. Donc après, je gagnais autour de $6, $7. Pendant que j'y travaillais, j'ai rencontré un compatriote qui m'a parlé d'un autre boulot qui payait un peu plus. $8 $8 environ. On allait là-bas. En fait, il a même parlé de $10. Mais quand je me suis rendu là-bas, je me suis rendu compte qu'il fallait passer par une agence intérimaire. C'est ça. Donc, l'agence intérimaire a réduit et on avait autour de $8. Et j'ai travaillé dans la Pizza. Et j'étais chauffeur-livreur. Et pendant que j'y étais, au début, je n'étais pas chauffeur-livreur. J'ai aidé à charger des palettes. Parce que Pizza, c'est une franchise. Dans les franchises, c'est par exemple un type de business. Quelqu'un a créé et va revendre le modèle de business à plusieurs autres personnes. Tout à fait. Et va fixer les prix, va fixer les conditions de vente, d'achat et tout. Donc, tout le monde, tous les restaurants qui vont ouvrir vont venir se former chez Pizza à la maison mère. On fait toutes les recettes là-bas. Donc, moi, mon travail, c'était d'aider à charger les sauces pizza sur les palettes, les canettes de boissons, et ainsi de suite. C'est ce que je faisais au début quand on m'a recruté. J'ai travaillé avec un autre collègue. Et lui, il était sur des chariots élévateurs. Donc, on pouvait porter ces palettes-là. Donc, nous, on était comme les assistants pour un début. Et par la suite, je me suis rendu compte que ces gars qui conduisaient ces chariots gagnaient $14. C'est ça. Moi qui étais à $8, je dis, ben, pratiquement, quand j'ai vu ça, je croyais qu'il n'y avait aucun problème. Je dis, ben, il gagne $14. Waouh. Donc, j'ai aussi fait des efforts pour obtenir la licence, pour apprendre à conduire, le permis pour conduire chariot. Je suis aussi passé à $14. Donc, j'ai passé pratiquement un an entre ces petits boulots avant de me retrouver à la banque. Donc, quand je suis arrivé à la banque, par hasard, je me suis rendu compte, donc, j'ai commencé à démystifier beaucoup de concepts. Dans la mesure où, avant, moi, je croyais que quand on disait quelqu'un ingénieur, quelqu'un juriste, quelqu'un médecin, automatiquement, il y a tel salaire qui va avec. Vraiment. Mais en travaillant sur les comptes, tu voyais exactement combien entrait pour chaque poste. Ça a commencé à m'amener à comprendre que non, c'est pas ce que je croyais. Tout à fait. Et j'ai continué à grandir dans le monde de la bourse, de la banque, de la finance. J'ai occupé plusieurs postes. Donc, j'ai travaillé à la banque de 2000, je suis arrivé au Canada en 2005. J'ai commencé à travailler à la banque en 2006. Donc, j'ai travaillé de 2006 jusqu'en 2020. J'ai démissionné après 14 ans. Donc, pendant ces 14 années, j'ai porté plusieurs casquettes. J'étais un conseiller financier, consultant en investissement. J'ai tradé pour des clients super fortunés. C'est ça. Je les accompagnais. Et à un moment donné, pour être mon client, il fallait avoir minimum des millions de dollars dans ton compte d'investissement. Voilà, c'est ça. C'est même pas leur patrimoine. Non, compte d'investissement. Ce qu'il y avait dans le compte d'investissement. Oui, dans le compte d'investissement. J'avais des clients qui avaient des milliards de dollars. Donc, ça m'a permis justement de voir que, oh mon Dieu, est-ce qu'il y a des gens qui ont autant de fortune? C'est ça. Ouais. Mais t'as compris aussi que avec ton job, toi, t'allais pas avoir autant d'argent. Même si t'étais bien, mais t'allais pas arriver à ce niveau-là. Bon, au début, je dirais que quand j'ai découvert le monde de la bourse, donc avec ces clients qui avaient ces fortunes, je suis parti. Ça a commencé avec l'intimidation. J'étais intimidé. D'abord, je savais pas que quelqu'un pouvait avoir autant d'argent. Mais au fur et à mesure que le temps passait, je me rendais compte que c'est des êtres humains comme moi qui venaient me poser des questions. Et j'ai commencé à m'y intéresser parce que pour travailler là-dedans, il fallait avoir plein de certifications que je devais passer. Et je me rendais compte aussi que c'est des personnes super cultivées qui comprenaient exactement ce qui se passe dans l'économie. Très, très cultivées, qui savent ce qui se passe, qui suivent des informations. Des personnes vraiment éduquées. Pointues dans leur domaine. Dans le domaine. Ah, pour toi,
Non, on va aller sur une discussion. Pourtant, en fait, tu peux pas avoir ce niveau de fortune-là. En tout cas, toi, les gens que t'avais, qui a ce niveau de fortune, c'est des gens quand même qui en avaient dans la tête. Oui. Et le niveau de fortune, oui, tu dois avoir quelque chose en tête. Ouais. Oui. Parce qu'il y a une grande discussion en ce moment sur le fait de faire des études pour gagner de l'argent, pour être riche. Toi, tu veux dire que tous tes clients, soit ils avaient fait des études, soit même par eux-mêmes, ils avaient beaucoup étudié pour y parvenir, quoi. Bon, je dirais que les études, généralement, quand on parle des études, on pense à l'école classique. Ok. Mais il y a des personnes qui peuvent avoir fait l'école classique, avoir peut-être un bac, une maîtrise, un doctorat, et ça peut être suffisant ou pas suffisant. Il y a des personnes aussi qui n'ont pas fait tout ce parcours, et qui sont, oui, comme moi, qui sont super éveillés, n'est-ce pas? Donc, qui comprennent, qui continuent à faire l'école de la vie, qui continuent à se former. Donc, où l'école n'est pas forcément ce modèle classique. Donc, parce que la façon que nos parents, du moins moi, comment j'ai grandi, on nous a présenté ce format d'école classique. Celui qui allait à l'école, c'est celui qui a suivi ce parcours classique là, traditionnel. Celui qui allait apprendre, peut-être faire une formation, on donne pas beaucoup de valeur à ça. Alors que parfois les codes de la vie sont plus s'acquiert peut-être avec de l'expérience. Tout à fait. Peut-être aux côtés de quelqu'un qui est en train de faire quelque chose, tu apprends même beaucoup mieux. Okay. Je me rappelle en Guakélé, on apprenait, par exemple, c'est l'université à Yaoundé. D'accord. Oui, dans l'université qui s'appelle Guaké dans la ville de Yaoundé. Okay. On apprenait aux gens, en informatique, comment est-ce que tu peux éteindre un ordinateur. Contrôle, Alt, Delete, les 3 boutons. Ouais. Sans ordinateur, s'il te plaît. Ouais. Et on prenait le stylo, on dessinait sur le papier. Donc, on te donnait les commandes pour éteindre l'ordinateur, mais tu n'avais pas l'opportunité de toucher l'ordinateur. Mais tu sors de là, tu dis, je suis bon en informatique. Alors que notre gars, lui, il est sur le terrain, il manipule ça tous les jours. Ouais. C'est pas parce qu'il n'a pas un diplôme qu'on va pas valider. Tout à fait. Voilà, son talent ou bien ses connaissances. Tout à fait. Donc, parfois, je pense que parfois, il y a eu cet amalgame-là, où on dit l'école, c'est plutôt celui qui a suivi classique. Et celui-là n'a pas tendance à donner beaucoup plus de crédit. Donc, ce que j'ai rencontré, c'était des gens, parfois qui avaient fait parcours classique, parfois une combinaison des deux. Ok. Oui. Mais quand même qui s'étaient beaucoup formés. Qui s'étaient beaucoup formés. Beaucoup éduqués pour pouvoir être à la pointe de leur sujet. Exactement. Est-ce que tu as des idées est-ce que dans les discussions que tu as eues avec eux, il y a des choses que tu as captées, des tips, des routines que toi t'appliques aujourd'hui? Bien sûr. Comme lesquelles? Par exemple, la majorité de ses clients investissaient à la bourse, avaient des entreprises, avaient investi aussi dans l'immobilier. Ok. Et je m'étais rendu compte aussi que la majorité de ces clients pensaient long terme. Et c'est une des grandes leçons que j'ai eu à apprendre. Okay. On n'est pas pressé. Je veux bien faire. Je veux construire la richesse. Qui me poursuit? Donc moi, j'ai les aider à fructifier leur richesse, n'est-ce pas? À la protéger et à la préserver pour l'autre génération. Okay. Donc c'était tout un parcours. Donc ils prenaient le temps et parfois, quand je regardais leur portefeuille, je voyais que certains n'ont pas commencé aujourd'hui. Parfois, c'était avec de l'héritage. On c'est génération et génération. J'ai eu des clients parfois qui m'ont dit transfert 300 000 dans le compte de ma fille. Elle va acheter sa première maison. Transfert tel montant. Chez nous, c'est pas les choses qu'on connaît. J'avais des collègues même qui venaient me dire, oh, je vais acheter ma maison. Un Chinois, mon père m'a donné 500 000 pour acheter ma maison. Voilà, comme cadeau de mariage. Mais il prend ça dans un compte d'investissement, bien il vend un bien, il lui donne. Et on voit que dans ce collègue-là qui commence déjà à ce niveau-là, mais tu peux pas le rattraper. Tu peux pas le rattraper. Et parfois, quand tu vois le parcours, tu vois que ils n'ont pas parfois commencé avec des fortes sommes. Ils ont eu l'information très tôt. Ils ont commencé à prendre ça au sérieux dès le bas âge. Et chaque centime compte. Il y a le concept d'intérêt composé. Tout à fait. Donc, plus tôt tu commences, le mieux. Le mieux tu as le potentiel d'avancer. Et tu n'as pas besoin de mettre ton argent dans des investissements spéculatifs. Parce que nous allons voir qu'il y a des produits qu'on consomme depuis notre bas âge. Ils sont toujours là. On boit du coke. Ça n'a jamais périmé, n'est-ce pas? On boit de l'eau, n'est-ce pas? On mange du pain. On se brosse les dents. Qui sont tous ceux-là qui fabriquent ces produits-là? Imagine depuis combien d'années, par exemple, une entreprise qui fait du riz, ou bien une entreprise qui fait des dentifrices,
bien des couches des enfants. Imagine depuis combien d'années, si toi tu avais investi dedans, on te donne des restos, et que tu réinvestisses. C'est pas sorcier. C'est juste le privilège d'avoir eu l'information et de savoir comment mettre cette information à profit. Et donc, beaucoup de ces clients se rassuraient que ça grandit dans certains, donc sans se presser, parce que faire de l'argent, c'est aussi préserver à un moment donné ce que tu as bâti. Je protège. C'est aussi une façon de faire de l'argent, ne pas perdre ce que j'ai. Ouais. Ça me laisse songeur. En fait, je réfléchis à toutes les années que j'ai laissé passer, où j'ai pas investi, où j'ai pas fait ceci, et je me dis oui. Et ce concept d'effet d'intérêt composé, est-ce que tu peux expliquer ce que c'est? Parce que j'entends beaucoup parler, mais je saurais pas le définir, l'intérêt composé. Je dirais que si, par exemple, tu achètes, tu mets peut-être 100 nous sommes en francs, pas les euros. Tu mets peut-être 100 euros dans un investissement. Tu achètes quelque chose avec les 100 euros, ça te donne peut-être 2%. À la fin de l'année, tu vas avoir 2 euros, n'est-ce pas? D'intérêt. Dans ton compte, tu as commencé avec 100 euros. À la fin de l'année, tu auras 102 euros. Tout à fait. Tu prends les 102 euros, tu réinvestis encore à 2%. Là, tu pars maintenant un capital de 102 pour générer 2% de ce montant. La troisième année, tu prends encore le nouveau capital que tu as eu pour continuer à investir. Tu vois? Donc, ça fait que tu as commencé avec un capital qui est ta mise de fonds dès le départ. Et chaque fois que tu reçois de l'intérêt, cet intérêt va aussi contribuer à générer une partie. C'est ça qu'on appelle intérêt composé. Donc, plus tôt. Donc, c'est mieux que tu commences tôt et tu fais des petits pas et tu vas voir qu'à la fin, mais j'ai pu arriver à un certain niveau sans faire parfois beaucoup d'efforts. Et parfois, on n'a pas besoin de faire des gros montants. Parce qu'on peut se dire, chaque dépense que je fais peut-être dans le mois, est-ce qu'il y a quelque chose que je peux m'en passer? Et parfois, certaines dépenses même ne sont pas justifiées. Parce que il y a des choses que, au niveau des dépenses, je peux me demander, est-ce que c'est vraiment nécessaire de faire telle chose? Est-ce que c'est une envie? Est-ce que c'est un besoin? Mais si j'ai donc ce schéma-là, que investir un peu, doucement va me générer quelque chose, je peux me préparer. Mais si je ne sais même pas, je ne vais même jamais commencer. C'est comme par exemple quand je dis j'ai un patrimoine de 10 millions plus en immobilier, j'ai pas commencé là aujourd'hui. J'ai acheté ma première maison en 2009. J'ai acheté ma première maison à 350 000 et je n'avais pas les 350 000. J'ai eu le premier. Donc pour acheter une maison au Canada, il te faut 5% de mise de fonds. C'est ça. Donc pour une maison de 350 000, on regarde autour de 17 500 que j'ai eu à la bourse. Tu les as gagnés grâce à la bourse. Je l'ai gagné grâce à la bourse. Ça m'a permis d'aller prendre un prêt pour acheter une maison, n'est-ce pas? Donc, quand j'ai eu cette première maison, j'avais déposé, arrondissons à 20 000 pour rendre les calculs simples. Supposons la maison coûte 350 000, moi j'ai mis 20 000. Ça veut dire qu'il y a 330 000, qui est la dette qu'on appelle l'hypothèque, n'est-ce pas? Au fur et à mesure que je diminue, que je paye, cette dette-là diminue. À un moment donné, j'ai toujours la dette. Peut-être, supposons, on est passé de 350, de 330. Peut-être on est rendu à 310, par exemple. Au moment où ma dette est à 310, entre-temps, il y a l'immigration au Canada, les gens continuent à venir. On ne construit pas suffisamment pour pouvoir accommoder cette immigration, n'est-ce pas, qui est grandissante. Donc les gens vont arriver, ils auront besoin d'un logement. Il y aura une forte demande sur le marché immobilier. Quelqu'un va venir dire, je suis prêt à acheter une maison, quel que soit ce que tu demandes. Moi, je peux te dire, si tu me donnes 500 000, je te donne. Donc, c'est comme ça que j'ai vendu cette maison à 550 000. Donc, tu vois dire que j'avais comme 250 000 de gains par rapport à mon prix d'achat. Mais au moins, je l'achète, je ne dois pas 350 000 au banquier. Je lui dois, dans mon exemple, je lui dois peut-être 310. Si je la vends à 550, je reçois le chèque de 550, je sors le 310, je rembourse. Et le reste, je peux mettre une partie en bourse, je peux acheter une deuxième maison. Tu vois? Et cette deuxième maison, j'ai maintenant 5%, j'ai beaucoup plus. Les 5% de ce montant, ça me permet de prendre une maison encore beaucoup plus grande. Donc, c'est comme ça qu'on a bâti ceci. C'est aussi un système comme, par abus de langage, je peux dire intérêt composé. Parce que tu commences à investir et tu vas progressivement.
Donc, c'est comme ça que j'ai acheté les autres maisons. J'ai continué à investir en bourse. Et les gains que je faisais en bourse, je prenais parfois des engagements. Et parce que je voulais pas mettre tous mes œufs dans un panier, je me dis, bon, si ça ne marche pas sur le marché immobilier, à certains moments, je vais sur la bourse. Si à certains moments, la bourse ne marche pas, je vais sur l'immobilier. Et finalement, tout ceci m'a permis aussi de créer le business. Donc, tu vois, de créer Easy Finance Academy. Donc, ce que je fais, c'est un peu recopier. Donc, juste copier ce que j'ai vu chez ces investisseurs qui faisaient la bourse, l'immobilier, l'entrepreneuriat. C'est ça. C'est la bourse qui t'a permis de générer du cash. Oui. Ce cash-là te permet d'investir dans l'immobilier. Dans l'immobilier. Et ensuite, pour maximiser encore du cash, tu fais de l'entrepreneuriat. On est d'accord avec ça? Oui. Donc, je dirais que le schéma est que la bourse m'a permis d'entrer dans l'immobilier. Cet immobilier m'a permis d'avoir encore plus de fonds pour la bourse et pour l'immobilier. Et j'ai continué à acheter d'autres biens immobiliers pendant que je travaillais. Et je préparais déjà ma sortie pour l'entrepreneuriat. Donc, je me suis pas levé d'un coup, aller juste démissionner. Donc, j'ai préparé cette sortie. Donc, au moment où j'ai dit, j'arrête de travailler, la bourse est là, j'ai ses connaissances. L'immobilier est là. Et donc, je me permets de me lancer dans le troisième pilier, qui est l'entrepreneuriat. Je n'ai pas besoin de dire que j'attends que quelqu'un me donne des fonds parce que j'ai des fonds. C'est ça. C'est surtout, c'est aussi ça. Donc, je n'ai pas besoin de dire, je n'ai jamais pris un sou à quelqu'un pour mettre dans Easy Finance Academy. Tu vois? Mais parce que d'habitude, c'est l'inverse. Moi, dans ma compréhension, si tu fais l'entrepreneuriat te permet de générer du cash avec lequel tu fais la bourse et avec laquelle tu fais l'immobilier. Toi, t'as fait dans l'autre sens. Je dirais que ce que j'ai vu, ce qui fonctionne avec ces clients que j'ai accompagnés pendant longtemps, ce que je fais, c'est naviguer entre les trois. Oui. Peu importe dans quel ordre. Peu importe dans quel ordre. Il faut les trois. Parce que, il y a 2 ans, j'ai acheté un bien immobilier à 2,4 millions. Ouais. Parce que, il y a eu l'inflation après le Covid. Donc, pendant le Covid, qu'est-ce qui s'est passé? On a demandé aux gens d'arrêter de travailler. Ils sont restés à la maison. Le gouvernement les payait, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Donc, toi, tu es à la maison. Tu ne vas pas au travail. Tu consommes plus. N'est-ce pas? Parce que quand tu vas au travail, peut-être tu peux emballer quelque chose que tu vas manger. Et tout. Mais si tu travailles à la maison, tu vas faire peut-être 5 tours au frigo. Ouais. Et tu vas consommer du fromage, des œufs, de ceci, n'est-ce pas? Tu consommes plus. Mais on a confiné. Les gens sont à la maison. Est-ce qu'on est en train de produire plus? Non. Non. On n'est pas en train de produire plus. Donc, c'est pourquoi à certains moments, pendant le Covid, on a vu certaines surfaces commerciales dire, on ne va plus vendre autant de rouleaux de papier hygiénique ou bien autant de ceci à tout le monde, n'est-ce pas? Parce qu'il n'y a pas assez de production. Et parfois, on augmentait le prix pour que les gens arrêtent d'acheter. Ah, je savais pas ça. Bien sûr. Je savais pas pour ça. Puisque s'il y a 12 alvéoles 2, il y a 20 familles qui veulent. Tout le monde peut avoir. Donc, et moi, le commerçant, je sais que si je mets le prix, au lieu de 10 euros, si je mets à 12, les gens vont acheter. Donc, je vais monter mes prix progressivement parce que je vois qu'il y a une forte demande, n'est-ce pas? Ouais, bien sûr. Et donc, cette hausse généralisée de prix, c'est ça qu'on appelle l'inflation. Tout à fait. Donc, au moment où il y a l'inflation, tous ceux qui ont des actifs, tous ceux qui ont des biens, ils voient aussi leurs biens augmenter. Donc, même l'immobilier aussi augmente de valeur. Ouais. Donc, même le loyer va augmenter. Presque tout va augmenter. Donc, moi, j'avais acheté un bien avant qu'on le construise. Parce que moi, j'aime acheter une maison sur le plan. OK. Donc, j'ai acheté un bien à 2,4 millions. On devait me livrer le bien dans 1 an et demi, 2 ans. Le moment de prendre possession, l'inflation avait tellement avancé. Et quand il y a l'inflation, qu'est-ce qui se passe? Le bien devient plus cher. Ouais. Mais parfois, le salaire ne va pas avec. Les salaires des gens, oui. Oui, n'est-ce pas? Ça ne suit pas. Le banquier va dire, et toi, cette maison, je crois qu'elle vaut 500 000 en temps normal. À cause de l'inflation, nous sommes à 700 000. Ton revenu ne te permet pas. Je ne vais pas te donner un prêt pour un revenu de 700. Ouais. Tu vois? Donc, le banquier est plus réticent. Il va avoir plus de réserves pour dire, je suis pas sûr que si tu donnes, tu pourras me rembourser. N'est-ce pas? Donc, ça fait que automatiquement, il y a des gens qui sont intéressés à acheter, mais qui ne vont pas trouver le financement comme ils veulent. Ouais. Donc, ça va commencer à diminuer la demande sur le marché immobilier. Quand ça va diminuer la demande, les prix vont chuter. Ouais. Ça fait que moi, au moment d'aller prendre les clés, les banquiers me disent que, mon cher, le marché est mauvais.
On ne peut pas financer cette maison. Moi, je savais que je vais donner 20%. Et j'allais prendre 80% de prêt. Parce que au Canada, quand tu achètes ta première maison, tu as besoin de 5%. Et quand tu as déjà un bien, tu dois déposer 20% sur le deuxième bien. Pourquoi? Parce que tu as déjà quelque chose. Tu prends plus de risques, en fait. Ok. Donc, tu es en train de prendre une dette encore plus grosse. Oui. Il faut que tu démontres que toi-même, tu as un apport. Tu as un apport costaud. Mais tu as un bien que tu peux mettre refinancer, oui. Voilà. Oui. Donc, pour moi, à partir du moment où je sais que tu as encore une maison, bah, t'as pas besoin de payer beaucoup plus parce que s'il y a un problème, on va saisir ta maison. Non, mais parfois, c'est pas suffisant. Suppose j'ai pris un bien immobilier à 300 000. J'ai déposé 5%. Le banquier sait qu'OK, de toutes les manières, 285 000, on peut gérer. Ouais. Mais il est en train d'acheter un deuxième bien qui coûte peut-être 800 000. Il faut que je lui donne encore. Est-ce que son salaire, si jamais il est défaillant, est-ce qu'il n'est pas trop risqué là pour moi? D'accord. N'est-ce pas? Donc, le banquier te dit, il faut que tu démontres que tu peux avoir 20%. Ok. Il faut que je te donne la possibilité de prendre plus de prêts. Donc, dans mon cas, je savais que je vais déposer 20%. Ça fait combien? Presque 500 000, hein? Oui. Malheureusement, à cause de l'inflation, les banquiers me disent que, mon cher, les conditions de marché ont changé. Nous, on peut toujours te donner 80% de prêt, mais pas sur 2,4 millions, parce que la demande a chuté. Ouais. On évalue la maison et là, les banquiers deviennent encore plus conservateurs. On ce bien-là, on peut pas donner, on pense que ça vaut autour de 1 750 000. C'est le maximum que nous, on peut donner comme valeur de la maison. Alors que toi, tu l'as payé à l'origine, toi, c'était 2,4 millions. 2,4 millions. On me dit, ça vaut 1 750 000. Si tu veux, on peut parler. Nous, on peut te donner 80% de 1 750 000. Où est-ce que tu prends la différence? C'est ça. Où est-ce que tu as Tu vois? Et alors, moi, je suis allé signer un contrat avec le vendeur de maison. Je lui ai dit, donne-moi la maison, je vais payer. Je lui ai donné une avance de 300 000 déjà. Pour dire, je vais payer. Et lui, il sait que quand il va construire, moi, je vais venir avec le chèque. Pour lui donner de 2,1 millions. Mais au moment où il a commencé, tu n'avais pas le prêt. Tu avais juste non, au moment où il commence, pour venir signer, il te dit, donne-moi 300 000, par exemple. Donc, je lui ai donné 300 000. Moi, je croyais que tu avais le prêt au moment où tu disais... Bon, ça dépend. Quand c'est une maison neuve, tu n'as pas besoin de prêt. Tu n'as pas forcément besoin de prêt. Donc, dans mon cas, j'avais acheté, il m'avait demandé 300 000. Je lui ai donné 300 000. Bon, c'est pas en un jour. Il peut te dire, tu as un mois ou bien 2 mois pour me donner 300 000, n'est-ce pas? Donc, je lui donne des traites, je dépose mon temps, on signe le contrat. Et ça t'engage. Donc, tu es obligé de prendre. Donc, voilà ce monsieur qui est là, il vend sa maison. Moi, Happy, je viens de dire, je prends la maison. Je lui donne 300 000. Il m'attend avec le chèque 2,1 millions pour avoir les clés, n'est-ce pas? À la signature, le jour qui finit. Et là, tu arrives avec 1,7 million. Moi, je viens avec, je m'en vais chercher. 1,4 million même, donc, qu'est-ce que je fais? Je dois aller chercher une banque. Pour dire, j'ai acheté un bien immobilier quelque part. Ça vaut 2,4 millions. Moi, je veux que tu me donnes un prêt. Comme ça, le bien te revient, toi, le banquier. Moi, je te paye. C'est ça la démarche. Ok. Tu vois? Donc, quand j'achète comme ça, je signe. Je n'ai pas ce montant. Je vais chercher quelqu'un, un banquier, qui va venir me donner le chèque. Le banquier devient le propriétaire de la maison. Et moi, je paye les traites plutôt chez le banquier. Là, je viens voir le banquier et dire, mais mon cher, tu m'appelles pour une maison qui vaut seulement 1 750 000. Je ne peux pas te donner 80% parce que ça n'a pas cette valeur. Ok, je comprends. N'est-ce pas? Et le banquier doit être très prudent parce que c'est pas son argent. Bien sûr. Lui, c'est un intermédiaire. Et surtout, c'est l'argent de tout le monde. C'est l'argent de tout le monde. Ouais, c'est ça. Donc, le banquier est juste l'intermédiaire. Il est en train de faire circuler l'argent. Il doit être, et il veut garder sa crédibilité. Il ne faut pas que quand le client vient, il raconte sa vie. Donc, c'est pourquoi il va aussi être très prudent. À qui est-ce qu'il donne? Donc là, le banquier me dit, mon cher ami, je ne peux pas te donner 80% sur 2,4 millions. Je peux te donner plutôt 80% sur 1 750 000. 1,7 million. Alors, qu'est-ce que moi je dois faire? Je suis coincé. Tu peux pas aller dire au vendeur que, s'il te plaît, j'ai pas trouvé financement. Il te dit, c'est ta vie là-bas, tu ne me racontes rien. Parce que, à cause de toi, j'ai construit une maison à 2,4 millions. J'ai construit à 2,4 millions. Et si tu n'étais pas venu, j'allais vendre à quelqu'un d'autre qui a plus de moyens que toi. Donc, ne me raconte pas ta vie, mon cher. Tout à fait. Au début, ça commence comme la blague, je me renseigne, je vais voir des avocats, me disent, non, mon cher ami, arrange-toi. J'ai même payé 2 avocats pour être sûr que j'ai la bonne information. Tout le monde me dit la même chose.
Quand moi je fais mes calculs, je vois que quelles que soient les circonstances, parce que je voulais même abandonner 300 000. Je voulais, parce que j'étais sûr, puisque je ne trouvais pas le financement, je disais que bon, j'abandonne les 300 000 même. Je fuis. Je walk away. Tu vas vendre à qui puisque ça ne vaut plus ça? Mais t'étais prêt à t'asseoir sur 300 000. Mais non, le problème, c'est que tu es coincé là, avec le constructeur. Il t'attend avec un chèque de 2 millions 100. Ouais. Tu vas prendre ça où? Il t'amène au tribunal. Donc, tu es dans une situation coincée où tu veux me dire, s'il te plaît, reste-moi les 300 000, laisse-moi pardon, ne me suis pas en justice. Il te dit, mon cher ami, ça marche pas comme ça. Même ça, là, il pouvait pas accepter. Il peut pas accepter. Il ne peut pas accepter. Donc là, tu es coincé, tu fais comment? Tu commences à aller chercher des prêts par-ci, par-là et tout. Tu vois? Parce qu'il y a un delta de combien? Presque 700 000 euros. Oui, presque 700 000 euros qui sont perdus. Alors, dans mon cas, si je n'ai pas la bourse, j'allais faire comment? Tu vois? Et je connais plein de gens qui ont abandonné. Parce que moi, j'ai fait mes calculs, je voyais que je perdais minimum 1 million. Minimum, parce que le monsieur allait dire, OK, tu m'as donné 300 000, la maison vaut 1 750 000, je la vends aux enchères. Et il vend au prix qu'il peut. S'il veut, il te dit que j'ai vendu 1,5 million. Plus tes 300 000, ça fait combien? 1,8 million. 2,4 millions, moi 1,8 million, tu me dois ça, je m'en vais en justice. Il faut sauver 600 000. Oui. C'est sérieux, hein? Donc, c'est là que tu commences à voir les risques de l'immobilier. Parce que les gens croient que l'immobilier est trop protégé et tout. Mais pour dire vrai, quand même, c'était la première fois depuis que je suis dans l'immobilier que j'ai eu des secousses aussi violents. Ça m'a vraiment secoué. Enfin, mais moi. Ça nous a vraiment secoué. Tu dormais plus. On a fait des nuits blanches. Je vais pas vous cacher. Pour ça, t'as perdu un peu de poids, là. Ouais, on a fait des nuits blanches. Donc, on reste comme ça. Tu dis, non seulement je paye mes 300 000, mais en plus, on me met au tribunal et tout ça. Et je dois payer les frais d'avocat, je dois payer ceci. Et quand tu te renseignes partout, tout le monde te dit, non, c'est comme ça que ça marche. Ouais, parce que quand tu t'es lancé, pour toi, c'était impossible que tu n'aies pas les financements. Oui, parce qu'en fait, quand c'est lancé, le marché ne cessait de monter. C'est ça. Si par contre, je venais dire au banquier que la maison vaut 3 millions, mais il allait dire, je te donne 80% de 3 millions. Et tu allais payer et avoir encore un excédent. C'est ça. Pour dire, je mets en bourse ou bien je mets dans mon business ou bien ceci. Tout à fait. Donc, quand tu prends, si ça va dans ton sens, tant mieux. Mais si ça va contre toi, là, ça, c'est très dangereux. Je connais plein de gens qui ont perdu, qui ont abandonné, qui sont au tribunal aujourd'hui. Oui, plein de gens. Mais toi, alors, comment t'as fait? Parce que là, ça m'intéresse. Oui, comme je dis. C'est la bourse qui t'a permis. C'est la bourse qui m'a permis. D'aller chercher les 700 000 qui manquaient. Oui, d'aller chercher les 700 000. Donc, j'ai commencé à trader et j'étais dans le business aussi. Une partie vient puisque pour l'entreprise, j'investis aussi en bourse au fond de l'entreprise. Donc, j'ai commencé à trader, c'était pas évident. Tu vois? Parce qu'en plus, toi, tu fais du trading. De trading, de ce que je comprends, t'achètes X en espérant que tu puisses vendre X plus 10, 20, 30, 40, c'est ça? Disons que le trading, c'est juste une stratégie. Voici un micro, par exemple. Une compagnie fait des micros. Elle vend des micros, peut-être vente aux enchères. Supposons que le micro coûte 100 euros. On met mise à prix. Les gens vont venir, et vous, comme par exemple, qui font des podcasts ou bien les musiciens vont venir pour enchérir. On va dire 100 euros, on va dire 105 euros, 110. Donc, il y a une quantité fixe de micros. C'est pas? Mais peut-être il y a plusieurs personnes qui s'y intéressent. On dit, oh, ce micro, ça a telle fonctionnalité, ça a été révolutionné. Plein de gens veulent l'avoir. Moi, on ne le produit pas suffisamment. Donc, celui qui veut vraiment l'avoir va enchérir plus. Ça va créer une forte demande. Tout à fait. Le prix va augmenter. N'est-ce pas? Oui, tout à fait. Non, la compagnie qui fait les micros a des parts. N'est-ce pas? Va aller chercher des investisseurs pour dire, on a besoin d'argent pour faire plus de micros. Donnez-moi votre argent. Donc, achetez les actions, les parts de l'entreprise. Comme ça, si nous vendons plus de micros, nous faisons plus de bénéfices. Vous, les actionnaires, vous en gagnez. Donc, quand je fais l'investissement, ça veut dire que je veux mettre mon argent dans cette entreprise. Je vais être patient. Je vais attendre que l'entreprise grandisse, qu'elle génère plus de bénéfices. Psychologiquement, je suis préparé à être plus patient. C'est le long terme. Oui, long terme. Voilà. Mais celui qui fait du trading, il vient faire la même activité. Mais lui, il est impatient. Lui, il dit, oh, moi, je vais acheter le micro. Tout à l'heure, si je réussis à acheter à 100, si je réussis à vendre à 125, c'est bon. Je fais 25. Donc, c'est juste deux stratégies. L'autre est patient, l'autre est patient. Trading veut dire court terme. Je suis programmé pour faire des gens sur le court terme. Et là-dedans, il y a ceux qui veulent faire juste en quelques heures, en quelques minutes. Il y a ceux qui veulent faire sur la journée. Il y a ceux qui veulent faire sur quelques semaines, sur quelques mois. Il y a ceux qui sont là pour dire que cette activité, je pense qu'elle est florissante, je vais patienter. Plus je patiente, plus le potentiel de gagner est grand. Donc, c'est ça. Trading, court terme, activité sur le court terme.
et investing actif sur le long terme. D'accord. Mais malheureusement, parce que beaucoup de personnes n'ont pas de l'expérience, qu'est-ce qu'il y a? On est pressé, on est impatient. On veut commencer par le trading. Parce qu'on ne comprend pas les rouages. On apprend que celui-là a gagné 25 en une journée ou bien en 2 heures, je vais faire pareil. Non, je ne veux pas patienter. Et c'est là que presque tout le monde perd. Parce que je n'ai pas l'expérience, je ne comprends pas les règles du jeu. Mais même si je ne comprends pas, la probabilité que je fasse de l'argent juste en attendant est très élevée. Ah, en fait, ce que tu dis, c'est que pour faire de l'investissement, faut être patient. Oui. Mais si t'es patient, en général, tu gagnes. En général, tu gagnes. Même si t'es pas le plus éduqué sur le sujet. En revanche, pour faire du trading, c'est du court terme. Mais pour ça, faut être très pointu, vraiment connaître, quoi. Exactement. Il faut comprendre les rouages. Voici mon téléphone Apple. Je prends une compagnie comme celle-ci, Apple. Je peux demander quelle est la probabilité que cette compagnie fasse faillite. Elle est trop faible. Très faible. Alors, donc, je mets mon argent dedans. J'attends. Ils vont sortir les nouveaux iPhones, les nouveaux téléphones, les nouveaux ordinateurs et tout. Ils vont générer plus de bénéfices. Et ainsi de suite, ils vont dire, voilà, on a plus de bénéfices. Les gens vont s'y intéresser. Il y a des gens qui achètent des compagnies comme ça, ils restent tranquilles. Ils n'ont pas besoin de se casser la tête. Jusqu'au jour où un nouvel entrant arrive et là, tout le monde vend et ça fait baisser le cours. C'est ça aussi. Bon, disons que la quantité des actions, c'est une quantité fixe. Ouais. Mais s'il y a des bonnes nouvelles, s'il y a de la publicité sur la compagnie, ça peut exciter plus de personnes à s'y intéresser. C'est ça. Donc, plus les gens s'y intéressent, plus ça crée la demande. C'est parce que c'est le marché de vente aux enchères. C'est ça. Tu vois? Donc, ce qui fait que le prix augmente, c'est parce qu'à un moment donné, les gens pensent que, ça vaut plus que ça. Donc, le prix dépend de ce que les gens croient que ça vaut. C'est la confiance. N'est-ce pas? Donc, si on dit, par exemple, que cette compagnie n'a plus le potentiel, comme Tesla. Ouais. On dit Donald Trump avec Tesla, avec Elon Musk. Tout à fait. Ils se bataillent. Trump dit, je donne les taxes douanières à la Chine. Ils vont payer tel montant. Qu'est-ce que ça veut dire pour les investisseurs? Oh, Tesla fait des voitures en Chine. Ouais. Si on demande aux Chinois de payer plus de taxes, est-ce qu'ils vont consommer plus ou moins? Ça veut dire qu'ils vont consommer moins. Ça veut dire que Tesla, qui fait ses voitures en Chine, qui vend ses voitures en Chine, va faire comment? Il va vendre moins. Il va avoir moins de bénéfices. N'est-ce pas? Donc, directement, les gens vont se désintéresser. La demande va être faible. Le prix va descendre. Maintenant, il y a ceux qui vont venir là pour spéculer. Pour dire, oh, j'ai appris qu'il y a eu telle nouvelle, je veux profiter rapidement là parce qu'il y a eu telle nouvelle. Il y a un moment où ça va remonter. Ça va remonter. Ouais. Mais je reviens encore à quelque chose qu'on avait évoqué la dernière fois. Quand t'expliques ça a l'air trop simple. C'est Easy Finance Academy. Et permets-moi, tu te dis d'où vient même ce nom. Quand j'ai travaillé à la banque nous sollicitait pour aller dans des écoles, pour aller dans les organismes charité et tout ça, pour leur apporter un soutien. Pourquoi? Pour après dire, oh, la banque contribue dans tel organisme de faire charité. En fait, c'est nous les employés qu'on envoie pour aller leur apporter de la valeur. Et nous, on n'est pas payés. Ouais. Mais on va dire que si tu peux mettre ça sur ton CV. Ouais, n'est-ce pas? Donc, moi, je me rends compte que l'un des organismes, c'est un organisme qui fait l'éducation financière. Et il vient chercher le financement auprès des banques. Et les banques envoient leurs employés. Et il y avait un curriculum qu'on avait donné. On nous demande, puis tu es conseiller financier, est-ce que tu peux aller soutenir tel organisme? Il dit, OK. Soutien gratuitement. Bon, quelque part, c'est pas gratuit parce que... C'est sur ton travail, sur ton temps de travail. Sur mon temps de travail, mais ça va m'aider sur mon CV. Parce que quand je veux vouloir passer à un poste supérieur, je peux dire, voici mon leadership que j'ai exercé à tel niveau, j'ai contribué, je peux mettre ça sur mon CV. Je n'ai pas un agent monétaire là, direct, mais ça m'aide vraiment à booster mon CV. Ça valorise. Oui, ça me valorise. Ça montre que j'ai pris l'initiative, tout ça, tu vois. Mais quand j'arrive dans cet organisme, c'était dans les écoles. Dans les écoles primaires, secondaires. Donc, il y avait un curriculum qu'on devait suivre. Moi, je suis assez à l'aise sur les sujets d'éducation financière. D'accord. Donc, moi, je mets le curriculum de côté. Je trouve les gens qui sont là, j'ai dit, qu'est-ce que vous voulez savoir? Je prends la craie, je vais au tableau. Le feutre, là, je vais au tableau. Tu veux que je parle de quel sujet? Je peux parler de quel sujet? Donc, j'ai commencé à lister. C'était du jamais vu. C'était vraiment atypique, ce que j'avais fait. Les gens ont beaucoup aimé mon approche. Si bien que
il demandait à la banque, s'il te plaît, faire revenir ce mec happy. Ok, d'accord. Et quand je partais, on me demandait, tu as pas la carte de visite, il faut qu'on connecte avec toi. Non, on aime. Parce que tu es vraiment allé en détail, on sent que c'est du concret ce que tu nous expliques. Et c'est simple. Je suis allé là-bas, j'étais tellement sollicité. Et mon travail devait s'arrêter juste à ce niveau. Je n'ai pas donné mes cartes de visite et tout. Et quand je conduisais, je me disais, mais tous ces gars qui me sollicitent là, et moi, dans tout ça, qu'est-ce que je gagne? Seulement juste le CV, ceux qui vont aller sur le CV. Mon nom, c'est Happy. Happy, hein, dans mon dialecte, ça veut dire donne-moi le profit. C'est ça. What is in it for me? Oui, what is it for me? Tu as très bien compris. C'est ce que tu avais dit la dernière fois. Voilà. C'est ça. Alors, je me dis, quel est mon profit là-dedans? Qu'est-ce que je peux gagner dans cette interaction? Alors, j'ai dit, je rentre, je raconte l'histoire à ma femme. J'arrive à la maison, ma femme est en train de faire la cuisine, je la trouve là. Je lui raconte comment ma journée s'est passée. Je suis allé là-bas, me demander les cartes. Elle dit, mais tu peux créer ton organisme. On se dit, mais bien sûr, je peux aussi faire. Pourquoi je vais aller pour l'organisme de quelqu'un? C'est lui qu'on sponsorise. Je peux créer. Et ma femme m'a dit, et comme tu aimes expliquer les choses d'une manière simple, tu peux m'appeler ça Easy Finance. Donc, c'est de là que le nom vient. Et quand ma femme me dit ça, mon bureau était en haut, je suis allé directement. T'as créé la boîte. Avec les chaussures. Parce qu'au Canada, on enlève les chaussures quand on est à la maison. Ouais. Je ne me suis pas déchaussé. Je suis allé directement sur l'ordinateur, j'ai créé la compagnie tout de suite. Ok. Oui, pour ne pas être découragé, pour ne pas oublier, pour ne pas procrastiner. Procrastiner. Okay. Donc, c'est comme ça que j'ai créé l'entreprise directement. J'ai créé un organisme de charité aussi. Ok. Et après, je croyais que je vais avoir le financement auprès de la banque aussi. Quand je viens les voir, ils me disent non, mon cher, tu ne peux pas, parce que tu travailles ici à conflit d'intérêt. Ah, ok. Donc, c'est de là que vient ce nom Easy Finance. Ah, on n'avait pas parlé de ça la dernière fois. Mais c'est vrai. Et ça, je le ressens. Je dis, la dernière fois, on avait eu cette discussion. Là encore aujourd'hui, tu arrives à faire en sorte de simplifier au maximum, de faire en sorte que quand on t'écoute, on dit, mais c'est facile, allons-y. Mais, je vais te dire quelque chose. Là, tu as rejoint Black Network, ça fait quoi? 15 jours, 3 semaines? Oui, environ. Et parmi nos membres, on a des entrepreneurs, et notamment un qui a un fonds d'investissement. Et qui, lui, vient du milieu de la banque d'affaires, tu vois, il a travaillé chez Goldman Sachs, enfin, toutes ces grandes banques d'affaires-là. Après, il a monté sa boîte en M&A. Et quand il t'a vu arriver, il a dit, oh, encore un vendeur de formation. Et la réflexion qu'on a souvent avec lui, la discussion qu'on a souvent avec lui, c'est, les gens veulent nous faire croire que c'est simple, alors qu'en réalité, c'est beaucoup plus complexe. Qu'est-ce que tu réponds à quelqu'un comme ça? Quelqu'un qui est vraiment du sérail et qui se dit, on veut mentir, on ment aux gens quand on leur fait croire que c'est simple. Qu'est-ce que toi tu réponds à ces personnes? Je dirais que cette personne n'a pas d'argent. Elle n'a pas d'argent? Non. D'accord. Cette personne n'est pas riche. D'accord. Parce que la richesse est abondante. La richesse se partage. Quelqu'un qui comprend qu'il y a abondance n'a pas besoin de retenir pour lui seul. Tu vois? Ok. Quand j'ai découvert ces pépites, je me suis dit, mais on me paye combien pour que je reste assis sur cette information? Je dois la partager. Je dois ouvrir la voie aux autres. Okay. Moi, je trouve que ce que je fais, c'est une mission. Parce que j'ai fait l'Europe. J'ai eu tellement de challenges ici. Les choses étaient compliquées. J'ai fait plusieurs cellules ici, en Belgique, en Allemagne, tout ça. C'était vraiment dur. Je me suis battu. Je me suis retrouvé au Canada. J'ai continué à chercher. N'est-ce pas? Et j'ai eu le privilège d'aller travailler dans ce milieu. Et je me rappelle un jour, il y a un client qui a baissé ses lunettes comme ça pour me dire, mais celui-ci là, d'où vient-il? Parce que dans ces gens que j'accompagnais, très peu me ressemblaient. Et ce client-là, il était surpris de voir un mec comme moi, parmi eux, à cette place-là, de privilège. Tu vois, il a baissé ses lunettes, m'a regardé. Et à un moment donné, je me suis demandé moi-même, ça vient d'où? Je ne comprends pas comment moi, mais j'ai pu pénétrer ce monde. Et je crois en Dieu. Tu vois? Je pense qu'il y a la main de Dieu dedans. Et comment je vois ceci? Je me dis que ce Dieu m'a dit, je te montre ceci, que tu ne gardes pas pour toi seul. C'est pas pour tout le monde, bien entendu. N'est-ce pas? Mais ce que je me lève pour faire chaque jour, je transforme des vies. J'ai une étudiante qui est venue chez moi l'année dernière, qui a fait $1 million à la bourse. $1 million. J'ai des étudiants qui ont fait des centaines de mille. J'ai des étudiants qui ont démissionné depuis qu'ils m'ont connu. J'ai des étudiants qui ont acheté des voitures neuves pour la première fois, qui ont roulé. Beaucoup vont être ici à la conférence. J'organise une conférence ici. Tu vois? Donc, quand quelqu'un vient dire c'est trop compliqué, je pense que cette personne n'a pas compris c'est quoi les codes.
Parce que quand tu comprends les codes, c'est tellement abondant que tu n'as pas envie de le garder, Tanguy. C'est tellement abondant que tu n'as pas. Je pense que celui qui dit, et je dis ça tout le temps à mes étudiants, si tu gagnes 5 000 € là, tu caches, tu as vu ton niveau est à 5 000 €. Tu n'es pas prêt pour plus. C'est pourquoi le peu là te fait croire que c'est le sommet. Tu vois un peu? Mais quand je dis, on dit only the sky is the limit. J'ai un étudiant ici en France qui a gagné 101 000 $ dans une seule transaction. 101 000 $. Tu vois? C'est du trading. Bon, il achète, il vend, il achète, il vend. Ouais, c'est ça. Oui. Là, c'est du trading. Oui, je dirais à la bourse. Parce que comme je t'ai dit tout à l'heure, il peut rester sur des positions peut-être quelques jours, quelques semaines. Tu vois, parfois, ça peut faire quelques mois. Oui. Donc, je dirais que quelqu'un qui dit c'est trop compliqué, d'abord, numéro 1, c'est pas si compliqué que ça. C'est ça la vraie question. Ce n'est pas compliqué. Toi, tu considères que c'est pas compliqué? C'est pas compliqué. Le problème, c'est que, comme je t'ai dit au début, cette histoire de capitalisme fait qu'on ne veut pas que tout le monde soit au courant de l'information. Parce que je te parle de bourse, je prends une entreprise comme Apple qui fabrique un produit pour vendre. Le capitalisme veut que tu fasses le maximum de profit. N'est-ce pas? Comment est-ce que je fais le maximum? Il faut que d'un côté, j'ai des gens qui vont acheter mon produit. Bien sûr. Qui vont pas me faire concurrence. Ou bien même s'ils me font concurrence, ils sont minimes. N'est-ce pas? Il faut que j'ai des gens avec qui je vais travailler, qui vont produire à une main-d'œuvre faible, par exemple. Donc, d'un côté, je vais avoir les investisseurs qui vont me donner plus d'argent pour faire la recherche, pour développer de nouveaux produits. N'est-ce pas? Je vais avoir les employés. Mais si je montre tous mes secrets, finalement, qui va produire, qui va acheter? Tu vois? Donc, ça veut dire que l'entreprise comprend que je peux aller à un niveau illimité. Je peux trouver les investisseurs, on a un produit, on développe un produit. Si les gens me donnent le financement, on continue à faire de la recherche. Regarde un peu comme AI aujourd'hui. C'est non-stop. Tout à fait. N'est-ce pas? Ça continue seulement à... Il n'y a pas un endroit où ça va s'arrêter. Alors, mais on a besoin d'argent pour développer ceci. N'est-ce pas? D'un côté, on a besoin d'argent. De l'autre côté, on a besoin d'argent, ça vient d'où? Des investisseurs. Ouais, totalement. De l'autre côté, on a besoin des employés qui vont travailler sur ces projets. L'autre jour, on a montré Mark Zuckerberg, de Facebook. Il chasse chasseur de tête. Il est en train de chercher. Il a dit, je publie 100 000, je crois que c'est 100 millions de plus pour le mec AI qui vient chez moi. Si je ne me trompe pas, 100 millions de bonus. C'est même pas le salaire. Les meilleurs gars de AI, les jeunes gars, je les recrute. Donc, ça veut dire que d'un côté, on a besoin des investisseurs qui vont apporter le financement. On a besoin des employés qui vont développer, n'est-ce pas? Tout à fait. Et on a besoin de qui d'autre? Les clients qui vont venir acheter. Notre place, c'est où? Nous, on nous voit comme qui? Comme des consommateurs. Ils vont acheter. Tout à fait. Donc, il faut, d'un côté, des investisseurs qui vont vouloir se faire plus d'argent. Donc, ils vont créer des entreprises, aller chercher des investisseurs. Il faut des employés qui vont travailler pour nous, pour que nous, on s'enrichisse. Pour que nous, on continue à nous enrichir. N'est-ce pas? Tout à fait. Donc, il y a ces trois composantes-là. Si on montre des secrets, les gens vont vouloir faire la même chose. Personne ne va vouloir travailler. Et si les gens ne travaillent pas, est-ce qu'on va avoir nos résultats? Non. Je ne sais pas si tu vois un peu. Oui. Mais toi, ton objectif, c'est que les nôtres, eux, ils n'aient plus à travailler. Ou en tout cas, non, ils soient plus dans l'investissement et qu'ils puissent capter plus de valeur de toute cette création de valeur qui existe dans ce système-là. Non, mon objectif n'est pas que les autres ne travaillent plus, non. Ouais. Je prends la liberté financière. La liberté financière ne veut pas dire que je ne travaille plus, non. Liberté financière, pour moi, signifie que je choisis ce que je veux faire. D'accord. Je choisis ce que j'ai envie de faire. Je ne travaille pas juste parce qu'il y a telle facture que je dois payer, je suis contraint d'aller au travail, que ça me plaise ou pas. Non. Je peux dire, par exemple, toi, tu fais des podcasts. Il y a des jours, peut-être, tu te sens à l'aise. Tu peux travailler, peut-être tu es passionné. Tu peux travailler à 14 heures, tu peux travailler à 22 heures, à 3 heures. Tu n'as pas le compte à rendre. Tu veux le faire, n'est-ce pas? C'est pas une corvée. Tu aimes ce que tu fais. Ouais. Donc, liberté financière, ça te permet donc de choisir, tu vois, ce avec quoi tu es à l'aise. Au lieu de juste aller parce que, oh, je dois payer telle facture, il y a ceci, je dois aller travailler, quelles que soient les circonstances. J'ai besoin, je suis fatigué, les vacances sont pas acceptées. Non, je n'ai pas cette flexibilité-là. Donc, moi, mon objectif, c'est de vulgariser cette information, c'est de banaliser ceci. Je veux monter avec les autres. Parce que je suis parti de rien, comme je dis, pour monter. Mais je suis monté, Tanguy, je suis arrivé en haut, je ne vois pas de gens qui me ressemblent. Ouais, c'est ce que tu disais la dernière fois. Oui. Et plus tu montes, plus tu es seul. Plus tu es seul. Et ce que les gens ne mesurent pas, je pense, c'est qu'en fait,
ça sert à rien de réussir si tu réussis seul. C'est même trop difficile et stressant. Ouais. Je prends une petite anecdote. Je ne sais pas si tu as raconté ça la dernière fois. Quand je suis allé au Mexique, okay. J'avais pris mon billet d'avion pour aller avec ma femme. J'ai pris les vacances. Presque 20 000, c'était 20 000 dollars, n'est-ce pas? J'ai pris un pavillon, on est resté 2 semaines. On nous a donné, on appelle en anglais butler, c'est les majordomes là. Okay. Ils s'occupaient de nous. Ouais. On avait tout là, jacuzzi et tout. Je voulais montrer à mes enfants que tu peux travailler fort. J'ai des vidéos sur YouTube là. Tu peux travailler fort, tu t'offres ce que tu veux. Tu peux travailler d'une manière intelligente, tu t'offres ce que tu veux. Mais ça demande du travail. Je suis allé dans le jacuzzi. Pendant que j'étais dans le jacuzzi, il y a un Américain qui est venu. Il m'a vu là, il est venu à côté. Il était curieux. C'est celui qui était me choqué que, mais celui-là fait quoi là? Qu'est-ce qu'il fait? Il m'a dit, mais ça c'est pas pour tel pavillon là, ce jacuzzi-là. Ce jacuzzi. J'ai dit, mais bien sûr. J'ai dit, je suis dans le pavillon qui est en... Ah bon? Directement, qu'est-ce qu'on fait dans la vie? Tu vois, c'est pas écrit sur mon visage là que j'appartiens là, à cet endroit. Au contraire. Mais ça te challenge aussi, ça te fait comprendre que oui, tu vas aller avoir tous ces plaisirs, mais tu gères encore notre stress là-bas parce que le mec vient te dire que tu ne fais pas partie de. Tu vois? Mes vacances à ce prix-là, c'était pour aller avoir du fun. Mais tu prends aussi un coup de stress. La preuve aussi est que quand je suis venu ici à Marriott, je suis venu ici en 2023, j'ai organisé ma conférence Dream Big. J'avais pris une suite à l'hôtel. Une suite, il y a 2 chambres, un salon au milieu. Les enfants sont d'un côté. Moi, je suis de l'autre côté avec ma femme. On a un mini salon. Et c'est la plus grosse suite de l'hôtel. J'étais là pendant la conférence, pendant tout ce temps-là. On a des frères qui travaillent à l'hôtel. La façon qu'ils nous regardaient, mais eux, d'habitude, ils ont vu, nous, on est habitués à être bien dans les espaces verts, à nettoyer, à ceci. Et qu'on dit que c'est un de nos frères qui est dans la suite, là. Tout le monde me connaissait à l'hôtel. Monsieur Happy. Tu vois? Et cette fois-ci, je reviens encore pour faire la conférence. On a 3 suites. J'ai filmé la suite quand j'étais là, j'ai montré à mes étudiants et tout. Cette fois-ci, j'ai dit, les gars, je leur ai demandé combien de suites à l'hôtel. Nous, on prend toutes les suites. Mes étudiants prennent les autres suites. Tu vois ce que ça fait? Ça fait une grande différence. Tu vois? Je me sens accompagné, je sens que j'avance avec les autres. Je sens que, tu vois, on monte ensemble, je vois des gens qui me ressemblent, ça me donne encore plus, tu vois, de motivation pour continuer à faire ce qu'on fait. Tout à fait. Donc, c'est que tu montes, tu arrives, tu trouves des gens qui ne te ressemblent pas, ils te mettent mal à l'aise. Tu es obligé de redescendre pour aller chercher les siens. Sinon, c'est vraiment stressant, quoi, de rester. Tu n'enjoys pas ton argent, tu n'enjoys pas ta nouvelle position. Parce que les autres, avec le regard, avec ces questions, ils te mettent mal à l'aise. Et ça, c'est dur à vivre. Et tu vois, tout à l'heure, tu disais, quand tu as été à 7 $, tu avais les problèmes, tu regardais ceux qui ont 8 $ et tu te disais, bon, ben voilà, arrivé à 8 $, tu as les problèmes de 8 $. Maintenant que tu es à 10 millions de patrimoine, tu as toujours des problèmes. Il y a toujours des problèmes. Maintenant, les problèmes, tu peux choisir comment. Tu peux choisir. Donc, à ce niveau, je pense que tu peux choisir tes batailles. C'est très important. Tu choisis maintenant quel type de bataille tu as envie de mener. Tu vois? C'est pourquoi je me suis dit, j'ai envie de vulgariser l'éducation financière. Pour moi, c'est ma bataille. J'aimerais que quand je sois parti de ce monde, que les gens aient profité, qu'il y ait quelque chose que j'ai laissé. Voilà. Je peux m'asseoir comme ça, je peux trader, j'ai le million, je peux faire tout ceci. Là, ça ne remplit plus. Ça me satisfait plus, en fait. Tu vois, je prends du temps à enseigner. Je transmets. Je transforme des vies. Je vois des gens qui viennent me dire merci, Happy, tu as changé ma vie, tu as fait telle chose. Pour moi, c'est plus galvanisant, c'est plus valorisant d'écouter ceci, quoi. Tu connais la pyramide de Maslow? Oui. Et moi, en fait, je vis ça au quotidien. Non pas que moi, je sois arrivé en haut de la pyramide, mais bon, tu commences à voir un peu Black Network comment on fonctionne. On a une classe, on va dire, d'entrepreneurs qui se cherchent, tu vois, ou bien des wannabe entrepreneurs. Eux, ils cherchent à devenir entrepreneurs, ils cherchent à créer de la valeur. Après, on a ceux qui sont déjà dans des clubs, qui font entre 100 et 500 000, ceux qui font 500 000 et au-dessus du million. Et puis, on a ceux qui font plus de 10 millions d'euros de CA, qui même 10, 15, 20. On a reçu ici le boss de Live Nation. Et je crois Live Nation, c'est combien? 500 millions? C'est ça, hein? 500 millions de CA. Et quand il est venu ici, il nous a même pas parlé business.
Tu vois, il parlait politique, il parlait autre chose. Et moi, j'étais là, je lui ai dit, mais donne-nous des clés business. Mais lui, c'est même plus son problème, en fait, tu vois. Son problème, ouais. Et c'est là que j'ai compris que quand tu arrives à un certain niveau de rémunération, de patrimoine, en fait, toi, ta seule aspiration, c'est de venir tirer les autres. Ou plutôt, de t'accomplir, tu vois, d'avoir ce besoin-là d'accomplissement. Et cet accomplissement passe par ce genre de choses-là. Et en fait, je me rends service. OK. Je me rends service, en fait. Quand j'enseigne, je me rends service. Parce que le sujet me passionne tellement. Je te parle, par exemple, nous sommes en France. Parler d'argent ici est tabou, n'est-ce pas? Tout à fait. Certains vont me dire, on dit en anglais, brag. Il se vante. OK. Qu'il a pris un bien à tel montant. Mais j'ai envie d'être sur une table, je peux parler avec quelqu'un qui me dit, il a pris un truc à 50 millions. Ce cercle n'existe pas partout. Ouais. J'étais à une conférence à Toronto. Tu vois quelqu'un qui te dit, j'ai 700 portes. Portes. J'ai 700 portes. Portes? Oui. Ah. Okay. Donc, toi, tu as 6 maisons, 7 maisons. On trouve que c'est trop. Tu as avec quelqu'un qui dit, j'ai 700 portes. Okay. L'autre te dit, j'ai 12 000. Donc, tu vois, c'est niveau par niveau. Ouais, oh, je n'ai pas envie de moisir dans un environnement où je n'ai pas les miens. J'aime la bourse. J'aime la création de richesses. J'aime parler de business. Je me suis dit, si je ne transmets pas, avec qui est-ce que je vais changer? Par exemple, j'ai créé ma chaîne YouTube. Je suis pas un YouTuber, mais j'ai créé ma chaîne YouTube, par exemple, pour partager les retours d'expérience de mes étudiants. Et j'ai commencé à faire des lives. Okay. C'est mes étudiants qui font le live. Je les challenge. Venez sur le live. Je pense qu'un meilleur enseignant se mesure sur ses élèves. Tout à fait. Donc, c'est des personnes qui sont venues au début, qui avaient même peur de parler en public. Aujourd'hui, je les amène. Ils sont en mesure de s'exprimer. Ils sont en mesure de dire aux autres ce qu'ils ont appris, d'enseigner les autres. Et finalement, ils deviennent comme mes collègues. Et je prends du plaisir à échanger avec eux. Il y a des jours, par exemple, je voyage, je ne sais pas ce qui s'est passé, j'ai pas le temps de suivre toute l'actualité. Je peux demander, alors, gars, tu sais ce qui s'est passé hier? Il a en mesure de me donner une mise à jour sur ce qui s'est passé. Donc, c'est aussi pour me rendre service d'abord. Tout à fait. Sinon, le sujet, à un moment donné, là, tu deviens obsolète. Ouais. On avait cette discussion récemment avec Kevin. On parlait de Xavier Niel. Tu connais le PDG de Free? Non. Xavier Niel? Ah, ok. C'est Free Mobile, c'est un opérateur téléphonique ici. Disons que je connais le nom juste comme ça, parce que je suis à Free, j'ai juste entendu le nom, mais c'est pas exactement qui c'est. Mais lui, en tout cas, c'est quelqu'un, par exemple, même toi, aujourd'hui, tu lui envoies un mail, il va te répondre. C'est-à-dire que toutes les personnes qui lui envoient un mail, il répond. Bien sûr. Il lit tous ses mails. Mais imagine que c'est je sais pas combien de mails il se reçoit par jour. Et aussi, il a créé une boîte, Kima Venture, qui investit dans les petites boîtes, quoi, tu vois. Et à force d'analyser, on a fini par comprendre que tout ce qu'il fait là, il répond aux mails, il investit, tout ça pour connaître le marché, pour être au courant de ce qui se passe. Bien sûr. C'est juste ça, l'information. C'est même pas pour devenir milliardaire, parce qu'il est multimilliardaire, mais il veut pas louper l'information. Et là, ce que tu dis, c'est qu'une des composantes de la création de communautés que tu fais autour de toi, de communautés éveillées, acculturées au sujet, sont des gens qui, eux aussi, vont te partager la bonne information de telle sorte que tu sois jamais obsolète, quoi. Exactement. Par exemple, je suis venu ici pour organiser une conférence. Ouais. Conférence annuelle. C'est quoi l'objectif? Je pense que pour réussir, il y a certains éléments, certains cases que tu dois checker. Tu dois valider, n'est-ce pas? Donc, j'ai dit à mes étudiants que tu as besoin du contenu de formation que je te donne. Tu as besoin du coaching qui est l'accompagnement que je te donne. J'ai besoin d'être là pour te tenir la main. Tu as besoin d'une communauté où nous sommes ensemble. Et tu as besoin de ton effort personnel. Je suis ici pour l'élément communauté, l'élément numéro 3. J'ai besoin de construire un écosystème. J'ai des étudiants qui ont des centaines de milliers de gains, qui ne peuvent plus aller dire... Par exemple, mon étudiant qui a 1 million, là, qui a gagné 1 million, elle a dépassé le million. Ouais. Tu sais quel est son problème? C'est quoi? Je veux pas qu'on sache. Ouais. Je ne veux pas qu'on sache. C'est un bon problème à avoir. Ouais. Mais en même temps, je n'ai pas envie, ou bien elle n'a pas envie que cette stratégie se limite là. Elle a envie de continuer à grandir. Et il faut un espace pour elle. Parce que si elle se met là et dit, j'ai fait 1 million, on va dire, mais dégage. On peut lui donner une claque, n'est-ce pas? Donc, il faut un environnement pour nous, où nous allons nous comprendre. Et c'est pourquoi j'organise donc ce genre de conférences, ce genre d'environnement sain. Ok, safe place. Où c'est vraiment safe. Où celui qui est même curieux peut venir voir mes étudiants pour demander, en fait, ça se passe comment? C'est quoi votre expérience? Et nous allons avoir comme un esprit de recherche. Comment est-ce qu'on peut continuer? Toi, tu as travaillé sur tes stratégies, tu as mené ceci. Comment est-ce que je peux développer ceci? Donc, c'est super important d'avoir cet aspect communautaire. Parce que même avec tes
proches, c'est difficile. Même ta famille même. Tu ne peux pas parler de certaines choses avec eux, n'est-ce pas? Donc, on se comprend. Sinon, tu n'existes plus, quoi. Ouais. Et même en termes de santé mentale. Exactement. Donc, l'objectif, c'est développer cette communauté, donner l'espace aux gens, créer cet espace sain, permettre à mes étudiants de rencontrer les autres pour échanger avec eux, manger ensemble. J'aime voir mes étudiants. Après, je vais les voir, je vais les célébrer. Et c'est super important, célébrer. Parce que si je ne célèbre pas, je vais être aigri, je vais être ingrat. Tout à fait. Et quand je célèbre, je dégage en moi encore de la dopamine qui va me donner l'envie de continuer à faire davantage. Je vais arrêter de me plaindre. Parce que tu vois, il y a des gens qui m'ont dit, je n'ai jamais rien reçu dans la vie. Mais si je me dis, à un moment donné, j'ai reçu ce peu, je peux encore avoir un petit peu, ça change même mon humeur, ça diminue le stress, et ainsi de suite. Donc, d'où la célébration. Je célèbre mon équipe, je célèbre mes étudiants, je mange avec eux, on crée ce genre de cadre. D'accord. Et on est tellement focus, concentré, qu'on n'a même pas l'énergie pour convaincre ceux-là qui ne font pas partie ou bien, tu vois, parce qu'il y a tellement de choses à faire. Mais là, il faut convaincre. Là, tu organises cet événement. Quels sont les 3 arguments qui font que quelqu'un qui est pas du tout dans l'écosystème, parce que là, toi, tu parles de ceux qui sont déjà dans l'écosystème, mais quelqu'un je voudrais des arguments pour les personnes qui sont débutantes, qui connaissent pas du tout l'investissement en bourse, mais qui en entendent parler, qui savent, par exemple, la société de, comment il s'appelle? Warren Buffett. On voit, c'est quelqu'un qui investit beaucoup. Mais il voit tout ça de loin, il se dit, mais c'est compliqué, c'est pour les autres. Quel argument tu donnerais pour cette personne-là? Et quelqu'un qui est confirmé, quelqu'un qui investit déjà depuis un moment, mais qui a pas les 100 000, les 1 million de revenus que tu évoques, qui fait sa DCA, tu vois, tous les mois, il met $100, $100. Pourquoi est-ce que ces 2 profils-là, qui sont très différents, pourquoi est-ce qu'ils viendraient chez toi? Je dirais que je commence par la personne qui découvre ceci pour la première fois, qui se demande est-ce que c'est pour moi? Je dirais que comment sont tes fins du mois? Est-ce que il t'arrive des moments quand tu es seul devant le miroir, bien devant ton compte bancaire, quand tu regardes, tu te dis est-ce que je peux m'offrir ce que est-ce qu'il t'est arrivé plusieurs fois à dire non à cause de l'argent? C'est pas? Quelle est la solution? Est-ce que ça doit être comme est-ce que tu es résigné parce que tu ne trouves pas la solution? Moi, je pense que c'est déjà le défi quand on cherche des solutions. Si je suis pas résigné, si je cherche comment je vais m'en sortir, je vais me demander, mais ceux-là qui ont des moyens, ceux-là qui ont compris l'argent, c'est quoi les codes? C'est quoi les codes pour arriver à leur niveau? Donc, je vais aller chercher l'information. Est-ce qu'il y a des gens qui réussissent à faire mieux que moi? Ils font comment ces gens? Ils fréquentent qui? N'est-ce pas? Comment est-ce qu'ils ont fait pour arriver à ce niveau d'information? Donc, ça demande à être curieux, ça demande à vouloir se prendre en charge, ça demande à ne pas être résigné, ça demande à être curieux, à vouloir être riche. Pour moi, richesse ne veut pas dire forcément argent. C'est la grandeur d'esprit, c'est la possibilité d'avoir des stratégies pour trouver des solutions quand elles se présentent devant moi. Tu vois? Je suis venu faire une conférence, par exemple ici. On me demande c'est quoi le budget, je ne sais pas c'est quoi le budget. Je veux l'expérience. Et après, je veux trouver des stratégies qui vont me permettre d'aller vers ce que je veux. Tu vois. Donc, celui-là, je vais l'inviter à être curieux. Je sais aussi qu'on est dans un environnement qui est assez, il y a tellement de faux, il y a tellement de charlatans. Tout à fait. Ça ne devrait pas nous empêcher. Knowledge is power. La connaissance est puissante. L'éducation doit se former. Et si on ne se forme pas, on ne va jamais changer sa situation. On va rester dans l'ignorance. On va continuer à être narqué. On va continuer à se plaindre. Et cette personne-là ne peut que se plaindre. Elle va trouver que le système est injuste. Le système est raciste. Le système ne fonctionne pas à mon avantage. Elle va trouver toutes les excuses. Donc, je crois que si c'est quelqu'un de la diaspora, c'est quelqu'un qui est parti de son pays d'origine pour venir dans le pays d'accueil, c'est que c'est quelqu'un qui cherche quelque chose, peut-être une meilleure vie. Alors, si tu veux venir chercher, pose-toi les questions. Ça fonctionne comment? Comment est-ce qu'on fait pour avoir? Ceux qui ont eu là, ils ont fait comment? Tu vois? Il y a certains qui ont fait des efforts, ça n'a pas fonctionné, ils ont abandonné directement. Non. Parce que tu as besoin de continuer à t'éduquer, de continuer à te former. C'est ça qui va te permettre même de filtrer la qualité d'information. Tu vas voir. Tout à fait. De jouer au niveau de tes connaissances, ta pensée. Tu vois? Ta pensée, c'est ta pensée qui va déterminer ta limite. Ce que tu sais. Donc, pour quelqu'un qui est débutant, c'est ce que je vais dire. Celui qui fait peut-être son DCA, il dit, voilà, je pense que je suis à l'aise avec ceci.
Si la personne est à l'aise, c'est bien. Mais quand on a peut-être des enfants, il faut qu'on réfléchisse, on se dise que oui, j'ai des enfants. Est-ce que j'ai fait le minimum pour les encadrer, pour leur donner la possibilité d'avancer? Je sais que certains disent que oui, mes enfants doivent aller travailler, doivent souffrir aussi comme j'ai souffert. Moi, je ne partage pas ce genre de pensée. Je pense que les premiers qui sont arrivés doivent alléger pour les autres qui viennent après. Et il faut que la transition se prépare, la relève se prépare, n'est-ce pas? Parce que tu vois une famille comme McDonald's, comme Walmart. Walmart, c'est le plus grand supermarché dans le monde. Plus grand détaillant. La plus grande chaîne. C'est une business familiale. Ça a commencé dans une famille. Génération sur génération. Tu vois? Pourquoi on peut aussi construire les grandes choses? Donc, ça prend l'éducation, ça prend à comprendre les codes de l'argent. Comment est-ce que tout ceci se fait? Donc, je peux dire, oui, j'ai mon DCA, ça me suffit. J'ai ma petite voiture, ça me suffit. Est-ce que j'ai des enfants? Est-ce que je pense aux autres? Est-ce que je suis pas juste égoïste? Est-ce que je peux me déployer un peu et comprendre ce que je peux faire pour contribuer aussi? Donc, je vais challenger cette personne. Qu'est-ce que tu transmets? C'est les cartes de crédit? Bien, c'est quoi? Ouais, là, quand tu dis carte de crédit, là, tu parles à des anglo-saxons. Parce que j'ai compris que les cartes de crédit, c'est des cartes qui vous permettent de faire des crédits régulièrement, quoi. Mais nous, on n'a pas ce système-là en France. Je sais pas si tu sais. Donc, vous avez les découverts ici? Ouais, nous, c'est C'est quoi le découvert? C'est l'argent du banquier, c'est pas ton argent. Tout à fait. Donc, si tu prends ton compte courant, compte chèque, là, tu as 1000 euros. Tu vas à Carrefour. Tu fais les courses de 1300 euros. Il te dit, tu peux aller 300 euros de découvert. Si tu ne payes pas, qui va payer? Tu es obligé de payer, non? Tu vas laisser ta famille. Pourquoi tu vas les laisser avec? Tu feras une maison, tu achètes, tu ne payes pas. Il faut qu'on paye. Nous avons vu, particulièrement, moi, je viens du Cameroun. On a vu dans plusieurs cultures, même notamment chez nous, les Bamileke, peut-être quelqu'un décède, peut-être le papa décède. La maman qui est là avec les enfants, non seulement elle a éprouvé, elle a perdu toute la famille, son mari, la famille vient la mettre dehors. Sors. Tu vois, moi, c'est des choses que je n'aimerais pas que ça arrive au mien. C'est ça. Donc, je pense que on fait des efforts, on pense à sa progéniture, on se dit, comment est-ce que je prépare pour que, oui, ils vont faire des efforts, mais je les donne quand même, tu vois, un minimum pour qu'on ne soit pas tout le temps dernier, parce que si je suis dernier, ma famille est dernière, à la fin, c'est tout le quartier qui est dernier, c'est mon pays qui est dernier aussi partout, n'est-ce pas? Et on sera toujours derrière. Tout à fait. Mais si j'évolue, les autres pensent qu'on va évoluer, à la fin, ça va permettre à toute une communauté d'évoluer. Non, c'est sûr. C'est comme ça que les Chinois réfléchissent, c'est comme ça que les Juifs réfléchissent, et ainsi de suite. Et quelle est la transformation concrète qu'ils vont avoir? Quelqu'un qui rentre là, il fait ses 3 jours, il dort à l'hôtel avec vous, il fait toutes les formations, les journées de formation, il fait le gala à la fin. Comment est-ce que concrètement il va être transformé? Après la conférence que j'organise? Ouais. La conférence est sur 4 jours. Je choisis 4 jours parce que je veux vraiment créer un cadre où nous sommes en immersion. Premier jour, je vais permettre à ceux qui n'ont pas encore découvert la bourse, bien ceux qui ont des appréhensions, ceux qui savent pas comment ça se passe, comprendre c'est quoi la bourse, venez découvrir. C'est quoi la bourse, ça se passe comment. On va faire l'ouverture d'un compte. Voici comment on achète une action. Voici comment on vend. Le marché sera ouvert. Leur montrer comment est-ce qu'on va en bourse, c'est qui le courtier. Donc, je vais leur montrer ceci en direct. C'est pas? Et ils auront l'occasion aussi de parler à mes étudiants directement, de voir ceux qui sont là, d'échanger avec eux, de leur poser des questions, de manger ensemble. On a des pauses gourmandes. Tu vois? Et après, je vais montrer preuve concrète avec certains de mes étudiants. Voici des résultats concrets qu'on a eus. Voici comment on est arrivé à ces résultats. Deuxième jour, on a d'autres programmes un peu plus avancés. Par exemple, quand j'ai démissionné, comme c'est moi qui ai démissionné, je n'ai pas reçu de l'argent de la banque. Mais pendant que je travaillais à la banque, j'avais une pension. Ça, c'est obligatoire. Le gouvernement demande que l'employeur prenne une partie du salaire, mette de côté pour la pension. Et quand je suis parti de la banque après 14 ans, le montant qu'on m'a donné, c'était 59 000. Là, il a 400 000. 5 ans. Donc, je veux montrer, par exemple, voici les transactions. Il a même baissé parce que quand le marché était à 500 000 avant de redescendre. Là, 400 000, c'est vraiment la valeur, ça continue à fluctuer. L'objectif, c'est d'amener ça à 1 million. Et montrer aux gens, voici comment ça se passe. Tu vois, donc, je vais aller, par exemple, dans des moments comme ça pour dire, voici ce que j'ai fait, j'ai pris telle position, telle raison.
montrer des preuves concrètes comme ça. On a un entrepreneur Caramo, qui est un de nos autres, qui va venir, il va nous parler, il va nous entretenir sur une thématique aussi super importante, je pense, la peur. Parce qu'on a souvent peur, n'est-ce pas? J'ai peur d'essayer, j'ai peur de commencer, j'ai peur de me lancer. Et il y aura aussi nos étudiants, parce que dans l'académie, il y a plusieurs niveaux. Donc, j'ai des étudiants qui suivent des formations et avec un accompagnement. J'ai aussi des étudiants qui veulent un programme de mentorat. Donc, le programme de mentorat, c'est mon groupe de mastermind. Donc, on va découvrir des étudiants du mastermind. Deuxième jour, c'est quoi le mastermind? Qui sont ceux-là? Comprendre comment le programme fonctionne, avoir leur retour d'expérience. Le troisième jour, vous allez avoir un panel. Tu seras là avec Valère et moi-même. On va parler de l'importance du réseau. Pourquoi c'est super important d'avoir un réseau avec qui tu t'entoures. Soit dis-moi qui tu fréquentes, tu te dis qui tu es. Donc, c'est super important, n'est-ce pas? Après, j'ai un programme aussi que je lance pour les adolescents. Donc, l'éducation financière, ce n'est même pas la bourse. Donc, commencer à prendre nos jeunes très tôt pour leur dire, voici comment tu prépares ton état d'esprit, voici comment tu budgétises, voici comment compte fonctionne, voici les comptes des jeunes qui existent, voici comment on lit un relevé de banque. Voici comment on épargne. Et voici les jeunes comme toi qui ont lancé quelque chose. Ils peuvent t'inspirer. Tu n'es pas trop jeune pour commencer. Donc, leur montrer ce genre de programme, n'est-ce pas, et montrer comment on peut les accompagner. Et dans la soirée de samedi, nous fêtons nos 5 ans, soirée de gala. Donc, dans nos 5 ans, c'est super important qu'on célèbre. Tout à fait. Et puis, le dimanche, on a un brunch VIP, dont mes étudiants du mastermind, avec ceux-là qui viennent pour découvrir c'est quoi. Donc, voilà un peu comment c'est organisé. Et en attendant aussi, j'ai le 19, j'organise le 19 de ce mois, le juillet. Il y a aussi une masterclass pour ceux qui ne peuvent pas venir à la conférence ou bien qui sont curieux avant de venir à la conférence. Donc, j'organise une masterclass. C'est gratuit. Elle est gratuite. En ligne. En ligne. Sur Zoom. Donc, je vais te donner le lien que tu vas mettre dans la description, que ce soit pour la conférence à Mario Charles de Gaulle du 24 juillet au 27 juillet. Ils peuvent avoir le lien là pour s'inscrire. S'ils veulent, ils peuvent venir d'abord à la masterclass pour découvrir ce que nous avons à offrir. Comme je dis, elle est gratuite. Et puis, ils peuvent venir découvrir, ils vont avoir une idée de c'est qui Finance Academy, pourquoi nous faisons ce que nous faisons, comment est-ce que ça fonctionne. D'accord. Et tu as parlé du mastermind. Moi, c'est un sujet qui m'intéresse particulièrement. Qu'est-ce que vous faites dans votre mastermind? C'est toi le mentor du mastermind? Voilà. Est-ce que tu peux expliquer comment ça fonctionne? Parce que pour moi, tout à l'heure, on a parlé de l'importance de la communauté, d'être entouré. T'as beaucoup parlé de ça. Et nous, on a des masterminds et je vois comment il y a de la valeur quand t'es avec des bonnes personnes dans un mastermind. Est-ce que tu peux expliquer un peu comment vous fonctionnez dans ces masterminds? Oui, très bien. Donc, le mastermind, d'abord, veut dire cerveau collectif. Tout à fait. Donc, j'ai conçu des programmes de formation sur la bourse, sur les options, sur les produits dérivés en bourse. J'accompagne des étudiants quand ils s'inscrivent sur le programme. Il y a un accompagnement de 6 mois sur chaque formation. Et parfois, je me rends compte qu'il y a des étudiants qui n'arrivent pas au résultat parce qu'il y a d'autres problèmes sous-jacents. Et c'est comme tu as une jolie fleur dans ton jardin qui n'arrive pas à pousser parce qu'il y a tellement de mauvaises herbes autour. Il faut enlever les mauvaises herbes pour que ça pousse, quoi. Ça pousse. Donc, dans le mastermind, et d'avoir la proximité avec moi, il peut venir, tu peux les accompagner un peu plus. Un programme de mentorat pour 1 an. Donc, je prends un nombre limité. Et là, on va réfléchir sur des piliers de création de richesse. Ce n'est pas seulement la bourse. Je veux leur dire ce que moi, je fais en immobilier. Je veux leur dire ce que je fais dans le business. Et je veux écouter aussi leurs problèmes. Par exemple, j'ai une étudiante qui est en Belgique, qui a acheté son premier bien immobilier avec un business dessus. Elle réfléchissait comment est-ce que je peux exploiter un panneau publicitaire qui est sur le terrain que j'ai acheté. Nous, on réfléchit ensemble. On propose des idées. Voici comment on fait. Il y a des gens dans le groupe qui ont différents profils. On réfléchit ensemble, cerveau collectif. On dit, tu peux engager telle voie, tu peux faire telle chose. Et puis, il y a un suivi pour voir comment ça évolue. Moi, je sais pas tout. Donc, parfois, quelqu'un peut poser une problématique et c'est un autre membre qui dit non, j'ai déjà eu cette expérience. Tout à fait. Et comme je dis, ce n'est pas limité seulement sur la bourse. Donc, c'est tous les problèmes de la vie. On a eu des situations où les gens viennent nous poser des problèmes qu'ils n'ont jamais eu l'occasion de leur poser.
Famille africaine. Ouais. Mon père, j'ai un problème avec mon père depuis la naissance. Personne ne peut m'écouter. Je ne peux parler nulle part. Ça, vous mettez ça dans le mastermind aussi? Oui, bien sûr. Ok. Moi, je pensais que c'était que le Non. business à proprement On a parler. trop de problèmes de famille. Il y a quelqu'un qui vient dire, par exemple, veut dire, j'ai tel problème avec mon père. Je pense même que ma vie est en danger. Mais si je m'avais parlé, on va dire, c'est ton père, calme-toi. Tout ceci, comme on fait d'habitude. Mais elle n'a personne. Elle se sent blessée à l'intérieur. Elle n'a jamais posé le problème quelque part. On va la juger. Tu vois? Et elle a maintenant l'occasion, l'opportunité de venir devant nous demander, gars, comment vous voyez cette situation? Si tu étais à ma place, tu ferais comment? Et nous, on est neutre. On met le problème sur la table. C'est un moment confidentiel. On dit, on réfléchit ensemble. On cherche des solutions. Parfois, si ça demande qu'on aille chercher quelqu'un qui est du domaine, on amène quelqu'un qui comprend mieux le sujet. Donc, ça permet que l'étudiant vraiment retrouve, ses marques, retrouve des solutions aux problèmes. Pour certaines personnes, le côté émotionnel est super, super important. Ah, c'est sûr. On a une étudiante aussi qui nous a dit, je vis en France. J'ai acheté ma maison. J'ai acheté un appartement. Après, je me suis acheté une maison. Mon petit frère est venu, je l'ai installé dans l'appartement. Il ne veut plus sortir. J'ai du mal à payer. Il ne veut rien travailler. Il ne veut pas sortir. Et moi, chaque jour, je suis endetté avec la banque. Quand je veux parler, la famille dit, toi, tu es trop chiche. C'est ton frère, non? Il faut le laisser. Et le mec décide qu'il ne sort pas. Elle est stressée, au point même d'aller à l'hôpital, elle est internée pour ça. Donc, la maison ne lui appartient pas. Donc, on sait que dans notre communauté, c'est que quand tu as la maison, communauté africaine, quand tu as la maison, c'est qu'elle t'appartient, on ne sait pas quelle hypothèque derrière. Donc, tous ces traites-là, le monsieur ne paye pas, elle n'arrive pas à payer. Chaque jour, elle a le problème avec la banque, tu vois un peu. Donc, elle est venue nous poser un problème, on lui donne, on réfléchit ensemble, voici une approche que tu peux adopter. Tu vois? Si toute la famille est contre toi. Donc, parfois, c'est des situations difficiles. Tu sais pas avec qui tu vas discuter de ça. Tu sais pas avec qui tu vas discuter. Et parfois, t'en parles avec tes amis, mais eux, ils comprennent même pas la problématique. S'ils sont pas de la culture, ils vont dire, dis à ta famille de s'en aller, ou tu vois, alors que nous, on sait que c'est pas aussi simple, il faut trouver des solutions. Exactement. De contourner. Ou alors, quelqu'un peut venir dire, oui, Happy, j'ai fait tel montant. What is the next step? J'ai envie de me lancer en business. Je veux faire ce que tu as fait. Et puis, je partage mon expérience. Si moi, j'étais à ta place, voici ce que je ferais. Qui d'autre ici a déjà eu une expérience pareille? Donc, c'est ce que nous faisons un peu. Et vous êtes combien de mastermind? On a 2 groupes. Une dizaine par groupe. Une dizaine par groupe. Oui. Et vous voyez à quelle fréquence? On se voit, donc, on a une rencontre mensuelle. Pour chaque groupe. Chaque 2 semaines, on a une rencontre de travaux pratiques. Travaux pratiques sur comment? Par exemple, sur les investissements. Tu es bloqué à quel niveau? Tu as essayé, j'ai donné des exercices, tu as quel défi? Je regarde, est-ce que tu as essayé telle stratégie? Voici ce que moi je suis en train d'acheter en ce moment pour telle raison. Essaye, mentionne comment. Parfois, il peut arriver que j'ai besoin d'aller en profondeur sur les concepts éducatifs. Ok. Et pour les enfants, parce que là aussi, je pense que ça parle beaucoup à notre communauté. Parce qu'il y en a beaucoup qui ont réussi. Aujourd'hui, si on est tous autour de 35-40 ans, en majorité, je pense, dans notre réseau, c'est ça, entre 35 et 45 ans. Et on commence à avoir des enfants et on se dit, mais moi, j'ai réussi à arriver là où j'en suis, à une situation plus ou moins confortable. Maintenant, il faut que je transmette à la génération d'après. Et je sais très bien que je peux pas compter sur l'école pour transmettre l'éducation financière. Donc l'idée, c'est que on ait d'autres moyens, et nous-mêmes, on n'est pas toujours armés. Moi, je me sens pas armé, par exemple, pour éduquer mes enfants sur le sujet. Donc on cherche des solutions dehors qui vont permettre de transmettre à nos enfants. Et ce que tu proposes, je pense que c'est un des outils qui est important. Je savais même pas que tu faisais ça. Qu'est-ce que vous éduquez qu'est-ce que vous apportez aux enfants? Justement, comme j'ai mentionné tout à l'heure, nous avons développé cette année un programme qu'on va lancer dans notre conférence Dream Big pour la première fois. Donc, j'utilise du storytelling pour commencer d'abord par l'état d'esprit, parce que notre plus grande richesse, c'est notre cerveau, notre mindset. Donc, travailler ce mindset qui soit prêt à recevoir. Donc, cultiver l'esprit d'abondance au détriment de l'esprit de pauvreté. Tu vois, par exemple, je peux lancer quelque chose, dire, je suis pas bon en maths, je suis pas bon en ceci. Au lieu de penser comme ça, les amener peut-être à dire, je ne suis pas encore bon. Tout à fait. Si je fais ceci, je peux. Et amener des modèles qui ont réalisé des choses, que nous on croyait que c'est impossible. Comme j'ai mentionné aussi, leur apprendre comment est-ce qu'on peut gagner de l'argent d'une manière éthique.
Ce n'est pas l'argent à tout prix, non. Je veux que tu gagnes, je veux te montrer comment on fait de l'argent, mais pas dans la drogue, pas dans la prostitution, pas l'argent à tout prix, mais avec des valeurs. On veut leur transmettre ça. Je veux leur montrer comment est-ce qu'on budgétise. C'est quoi un budget? Comment je peux dire que j'ai envie d'aller en vacances, par exemple, et peut-être dépenser tel montant, comment je me prépare pour ceci? La banque, on a souvent une appréhension des banques. Les banques qui sont mauvais, ils sont ceci. Donc, les amener dès très tôt à comprendre que les jeunes peuvent avoir des comptes. Voici comment ça fonctionne. Si tu comprends le système, tu vois que le banquier, parfois, peut être là pour toi, pour t'aider. Bien sûr. N'est-ce pas? Les pièges qu'il y a au niveau des banques, les cartes, là, ça fonctionne comment? Les prêts, avant d'aller prendre. Est-ce que tu sais que tu comprends les tenants, les aboutissants? On veut les éduquer là-dessus. L'épargne, ça marche comment? Donc, préparer les jeunes, intérêts composés, à découvrir tout ceci même avant d'aller à la bourse. De telle sorte que quand ils arrivent à la bourse, ils ont déjà cette base. C'est ce que nous mettons dans l'éducation financière. Et nous avons aussi un programme des bébés. Moi, j'aime beaucoup les bébés. Moi, j'aime beaucoup les bébés. Donc, chaque étudiant de l'académie qui devient parent, nous, on lui donne $250. D'accord. Aux parents. Pour commencer à investir, pour acheter quelque chose pour cet enfant. Parce que, comme j'ai dit, j'ai vu à la banque, c'était pas sorcier. Parfois, ça venait de l'héritage. Donc, imagine si on donne un $250 que tu mets dans une compagnie, quand l'enfant va avoir 10 ans, 15 ans, non seulement, il va te demander, papa, c'est quoi ça? Et peut-être le parent va s'asseoir avec lui et dire, voici, on avait commencé. Voici ce que ça fait. Et il y aura quelque chose. Donc, c'est un peu, donc, on a ça, Generational Wealth Club. Donc, vraiment avoir les choses. Vous l'avez appelé? Oui. Generational Wealth. Yeah, Generational Wealth Club. J'aime. On a beaucoup de bébés dedans. Donc, ça, c'est la 3e année qui commence. J'aime beaucoup ça. Ouais. Et c'est les tout petits riens. Oprah Winfrey nous dit que c'est l'ensemble des petites choses qu'on fait chaque jour qui deviennent, c'est l'ensemble des choses ordinaires qu'on fait chaque jour qui deviennent extraordinaires. Donc, on n'a pas besoin d'attendre d'avoir le million, d'attendre. On peut commencer doucement avec la bonne information. On n'a pas besoin d'escroquer quelqu'un. On n'a pas besoin de faire du faux. Parce que à la fin de la journée, quand tu sais que tu l'as acquis d'une manière transparente, tu es même plus aligné avec tes valeurs. C'est top. Ça donne envie. Ça donne envie vraiment d'y aller. Et là, tu as beaucoup parlé de la vision long terme. La vision long terme dans l'éducation, la vision long terme dans l'investissement. Oui. Et tu dis que ça, c'est ce qui fait la richesse. Quelle est la vision long terme de Easy Finance Academy dans 5 ans? Qu'est-ce que vous voyez dans 10 ans? Et même, j'ai envie de te demander, même en 2050, où est-ce que sera Easy Finance en 2050? Donc, la vision très long terme déjà, j'aimerais qu'on soit listé sur la bourse de Toronto et la bourse de New York. Donc, parce que les concepts que j'ai expliqués ici, c'est comment les entreprises fonctionnent, n'est-ce pas? Ils ont un produit qui vend, il y a quelque chose. Les gens croient au produit, ils achètent. Les valeurs augmentent, il y a des investisseurs. J'aimerais que l'entreprise aille en bourse aussi. Parce que, juste pour continuer à démontrer à mes étudiants que c'est possible, on peut le faire, pour les inspirer. Pourquoi est-ce que nous allons enseigner et ne pas passer à l'action nous-mêmes? Et je pense que c'est très possible. Je vois des jeunes de 30 ans qui vont en bourse, qui avec leur entreprise. Bien sûr. Donc, c'est pas une affaire d'âge, c'est une affaire de connaissance, c'est une affaire de motivation. Donc, nous voulons être listés sur les grandes bourses. Ça, c'est notre vision sur le long terme. Maintenant, peut-être d'ici l'année prochaine, j'avais acheté des bureaux qui ont mis du temps pour la construction. C'est ça. Parce qu'avec l'inflation, ils ont ralenti les travaux. Là, c'est en train d'avancer. Donc, d'ici, on compte avoir nos bureaux à Toronto. Et j'ai créé aussi Easy Finance Europe ici en France. Nous sommes en France ici. Je compte aussi qu'on développe des bureaux ici. Nous sommes certifiés Calliope ici déjà en France. On est en train de vouloir aller vers la certification CPF. Parce qu'on a eu, l'une des raisons pour laquelle je suis venu créer l'entreprise en France, c'est parce qu'on a eu beaucoup de demandes. D'étudiants ici qui nous demandaient, est-ce que vous prenez le CPF? Donc, la première condition, c'était qu'on soit déjà une structure française. Ouais, même si on nous dit qu'il y a les impôts, bon, moi, je regarde pas trop ça. Parce que je pense que tu n'as pas d'entrée, tu vas payer d'impôts. C'est ça. Donc, si tu gagnes, c'est que on te demande une partie. Il faut de l'argent pour faire de l'argent. C'est ça. Moi, c'est comme ça que je vois. Je suis tout à fait d'accord. Donc, long terme, aller en bourse. Moyen terme, avoir nos bureaux, avoir une autre structure ici. Gagner vraiment du terrain parce qu'il y a beaucoup d'opportunités ici. Je vois plein de gens ici qui croient que tout est fermé. Donc ça, c'est le long terme. Oui. Long terme, c'est les bureaux. Long terme, c'est moyen terme. Alors, long terme, c'est plutôt être listé. Être listé Toronto et à New York. Oui.
Ensuite, moyen terme, c'est les bureaux. Oui. Et avant et après, rien d'autre? Bon, nous sommes sur les 3 piliers de création de riches. Donc, comme je fais l'immobilier, je fais business, je fais la bourse, on a commencé à enseigner la bourse. Donc, je compte aussi développer d'autres programmes sur, par exemple, comment est-ce que j'ai créé une entreprise qui fait 7 chiffres à deuxième année? Non, troisième année. Qu'est-ce que j'ai mis en place pour pouvoir être structuré? On a environ une trentaine de personnes qui travaillent dans l'entreprise. Qu'est-ce que je fais qui marche? C'est des choses que j'ai envie d'enseigner, j'ai envie de transmettre. OK. Ouais. Et normalement, l'événement qu'on fait ici devait être en Côte d'Ivoire. Parce qu'on a beaucoup d'étudiants aussi en Côte d'Ivoire, en Afrique. OK. Donc, nous voulons pouvoir pénétrer ces marchés, donner la possibilité aux gens là-bas de nous découvrir. OK. Et leur montrer vraiment c'est quoi l'investissement, c'est quoi le monde de l'investissement. D'accord. Je pense qu'on n'a pas parlé de quelques sujets liés aux investissements. J'allais terminer en oubliant ça. Déjà, quelles sont les erreurs que tu as commises? On n'a pas beaucoup parlé de ça. Des choses que tu te dis, voilà, j'aimerais que mes étudiants ne commettent pas ces erreurs-là sur les sujets d'investissement. Ça, c'est la première chose. Et toi, dans ta routine quotidienne, sur le suivi des KPI, quels sont les KPI que tu suis? Pour ces deux aspects qui sont importants quand même. Très bien. Les erreurs que j'ai commises en termes d'investissement, c'est vouloir gagner très vite. Faire le court terme. Penser court terme. Penser à une gratification immédiate. J'ai tel montant, il faut que je me tue plus vite, là. Et après, je fais le bilan, je vois que, mais attends, ça fait 3 mois, je n'ai rien retiré de mon compte. Quoi, en fait, j'étais même pressé. Et parfois, j'ai acheté, j'ai vendu très vite. À un moment donné, j'avais 1800 actions de Microsoft. 1800 actions. L'action m'a coûté autour de $18 dans les années 2009. L'action, aujourd'hui, vaut plus de 400 quelque chose. Donc, j'ai fait peut-être $2000, là, j'ai vendu, j'étais content. Donc, plusieurs choses comme ça. Penser court terme, vendre très vite, et après se rendre compte que, voilà, j'aurais dû attendre. La première maison que j'ai achetée là, je l'ai vendue à 550 000. J'étais content, j'ai fait 250 000, j'étais content. Mais le mec à qui j'ai vendu cette maison, il a vendu 6 ans après moi. Il a fait 800 000. Ouais, tu m'avais dit ça. Il a fait 800 000. Donc, depuis ce jour, j'ai dit, je ne vendrai plus jamais une maison. Je ne vendrai plus un bien immobilier. Je ne vendrai plus un bien immobilier. T'as vendu quand même. Il y a un moment, tu dois vendre. Bon, il y a des moyens de ne pas vendre. Oui, il y a des moyens de ne pas vendre. Tu peux refinancer, tu peux optimiser d'une certaine manière. Non, parce que des fois, tu as besoin de cash. Par exemple, quand il y a eu l'histoire là avec l'inflation qui fait que le bien 2,4 millions valait 1,7 million. Oui. Là, qui cherche du cash. Si tu avais 2-3 maisons à vendre, t'aurais vendu. Oui, peut-être tu aurais allé. Mais je me dis, j'essaye de ne plus vendre. J'essaye de ne plus vendre. Ton objectif de vendre, tu fais pas du trading, quoi. En tout cas, toi, ton but, c'est penser long terme. Penser long terme. Et bâtir progressivement. Parce que tu vois, tout le monde qui a accumulé, tu vas voir qu'ils ont un portefeuille. Ils ont pris du temps pour construire. Ce n'est pas quelque chose d'une nuit. Donc, erreur, je dirais que oui, penser court terme, faire des folies et puis voir que, par exemple, là, j'ai des étudiants qui trade, qui entrent, ils sortent, ils gagnent gros. Après, ils me disent, j'ai perdu. Je leur dis, chers amis, pourquoi tu cours? Pourquoi tu cours? Fixe-toi ton montant coupe sommeil. Tu sais que ce montant, si ça chute, je peux gérer. Coupe sommeil, c'est comme ça que tu l'appelles? Oui, montant coupe sommeil. Tu sais que là, tu vas pas dormir. Oui, tu sais que j'ai peut-être 1 000 euros. Si ça chute à 800, mon sommeil s'arrête. Donc, mets ton montant coupe sommeil là. Comme ça, parce qu'en bourse aussi, dans l'investissement, ce qui dérange, c'est la pression. Quand tu n'as plus la possibilité, la flexibilité de patient, parfois tu fais des mauvais. Je peux avoir un investissement qui se comporte pas bien. Et comme la Tesla, il y a une bagarre entre Donald Trump et Elon Musk. Les actions d'Elon Musk prennent un grand coup. Moi, là où on est, j'ai beaucoup de positions sur Tesla. Malgré ce qui se passe là, je n'ai pas envie de toucher. Même si ça va dans le rouge. Je ne touche pas. Donc, mais si c'est que je suis coincé pour l'argent et que je vende, parce que je suis coincé, je peux prendre une perte. Donc, si tu ne mets pas l'argent de ta ration, l'argent de quelque chose d'important à la bourse, tu mets l'argent, tu sais que je peux attendre. C'est ça. Et là, tu vas voir que, tu gères mieux le stress. Donc, les gens perdent parce qu'ils ne connaissent pas ces codes-là. Ils veulent aller vite. Ils ont appris qu'on a fait tellement de temps. Ils courent, ils se lancent dedans et puis ça ne marche pas. Ils disent, oh non, ça ne marche pas. Donc, ça, c'est la réponse à la première question. La deuxième question, c'était... les KPI. Les KPI. Tu au quotidien, comment est-ce que tu monitores ton activité au quotidien? Mon activité, d'abord, par rapport à la bourse, je suis très informé. Je suis la télé chaque jour. Je traite de l'actualité. Je suis beaucoup de
la géostratégie. Okay. Ça affecte les marchés. Les décisions du gouvernement américain, décisions de la Réserve fédérale, décisions de telle compagnie, qu'est-ce qui se passe avec Donald Trump, qu'est-ce qu'il y a entre la Chine et ceci, comment est-ce que ça va impacter les décisions, le marché. Je suis tout ça. Je suis très, très averti là-dessus. Nous, on fait des lives en permanence avec, pour aussi éduquer notre communauté, avec nos étudiants, pour leur dire, voici l'actualité. Je lis la presse tous les jours, j'ai des alertes. Donc, ça me permet de savoir, même si je ne prends pas une position, ça chute, je sais ce qui se passe. Donc, ça, c'est quelque chose que je suis. Par rapport à mon entreprise, d'accord, je suis dans des masterminds aussi, avec d'autres entrepreneurs. Je sais ce qui se passe. Donc, je continue à me former aussi moi-même. D'accord. Donc, aller être avec des gens, résultats, des gens qui ont plus d'expérience que moi, qui ont déjà fait ce que j'ai envie de faire, pour leur demander, toi, tu ferais comment? Donc ça me permet aussi de savoir ce qu'est la une. Par exemple, l'intelligence artificielle. Et là, je me suis inscrit dans un groupe de mastermind, je prends des formations, ça se passe comment, qu'est-ce qui fonctionne en ce moment, comment est-ce que je peux intégrer ça à mon business, et ainsi de suite. Donc, on continue à apprendre tous les jours. D'accord. Et quels sont les KPI que tu dis à tes clients, à tes étudiants de suivre eux-mêmes, tu vois, en fonction de leur situation, tu dis bon, ça, il faut pas que tu loupes ce truc-là, cette donnée-là que tu dois suivre de manière un peu comme ta North Star. C'est quoi? Bon, je dirais que quand les étudiants viennent, j'ai 6 formations dans l'académie. Je dis d'abord aux étudiants, tu as besoin de 3 de mes 6 formations. Ça va te donner une bonne fondation. La première formation va te permettre de démystifier la bourse. C'est quoi? Ça marche comment? Comment on fait de l'argent? Comment on achète? Comment on vend? Comment est-ce qu'on se protège? La deuxième formation va te permettre, action 2, va te permettre de savoir analyser, de choisir quoi? Pour quelle raison? Quelle quantité d'argent je mets dedans? J'entre à quel moment, je sors à quel moment? Si les marchés baissent, comment je profite aussi de la baisse? Si on me propose de l'argent pour faire l'investissement, c'est quoi les pièges qu'il y a dedans? Ça, c'est la deuxième formation. La troisième formation permet d'aller plus vite, qu'on appelle des options. Moi, je peux utiliser un petit capital pour me positionner avec effet de levier très vite. Donc, je propose ceci aux étudiants comme niveau de base. Après, je leur dis, ce n'est pas suffisant. Challengez-moi, venez en classe, faites des devoirs, faites des exercices, prenez des positions dans les comptes. On a des comptes de simulation. C'est pas le vrai argent. Prends des positions, ça va te générer des questions. Tu vas revenir nous poser ces questions. Donc, je les challenge tout. Il y a certains qui ne veulent pas faire des comptes d'essai, ils veulent aller directement sur le vrai compte. Et puis, l'importance de la communauté, c'est rester toujours connecté. Parce que je peux montrer sur mon téléphone ici. Chez nous, quand un étudiant gagne, on appelle des piments, des gains. Le piment, c'est le gain. La tomate, c'est la perte. Pourquoi le piment, c'est le gain? Bon, parce que à l'époque, je pense peut-être ma 2e ou 3e classe, j'ai eu un papa. Environ 62 ans. Il est venu se former. Pendant que j'expliquais, il dit, mais Paul, il manque du piment dans ta sauce. Et je dis, mais je comprenais pas de quoi il parlait. Le piment, il voulait voir mes gains. Montre-nous des preuves. Donc, et depuis ce moment, nous avons adopté ce concept de piment. Donc, quand un étudiant dit j'ai le piment, ça veut dire que j'ai des gains. Alors, dans notre communauté, nous avons un groupe voici, on est sur Discord. On voit ici, ça, c'est les résultats que mes étudiants. Faut montrer à la caméra, peut-être. Bon, peut-être ça va être trop petit. Ça va être trop petit, hein. C'est pas si on peut voir. Bon, c'est pas grave. Mais je peux voir ici. Tu vois, chaque jour, les étudiants postent. J'ai gagné tel montant sur telle compagnie aujourd'hui, j'ai perdu tel montant et tout. Ça nous permet, quand j'ai dit la communauté, de voir. Tu as perdu. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Quelles sont les leçons de là? Pour nous, l'échec n'existe pas. Si ça se passe pas bien, on se dit, quelle est la leçon qu'on tire? Toujours. Ça se passe bien, on se dit, OK, est-ce qu'on peut apprendre de là? Donc, tu vois, les étudiants donnent des captures d'écran, ils nous expliquent qu'ils ont pris telle position, et ainsi de suite. Donc, je leur dis vraiment, prenez les 3 formations, action 2, option 1, que nous appelons leverage trader. Restez connecté avec la communauté. C'est super important. Parce que parfois, les questions que tu vas poser, ça va permettre aux autres d'apprendre. Si tu as un peu de questions, viens au coaching. Parfois, les étudiants viennent à la fin, ils disent, oh, je n'ai pas de questions au début, mais j'ai tellement appris parce que tel a posé telle question, tel a posé telle question, et ça aide beaucoup. Et en termes de ressources, quel livre tu recommandes de lire pour se tenir au courant? Qu'est-ce que tu partages comme contenu
à tes étudiants, même quels sont les journaux que tu lis. Enfin, peut-être les journaux, c'est plus anglo-saxon peut-être pour toi. Mais en tout cas, quels sont les livres? J'imagine Père riche, Père pauvre, t'avais dit ça la Oui. dernière fois. Père C'est riche, la Père pauvre, c'est base. vraiment mon livre de chevet. Ouais. Parce que ça m'a transformé le mindset. Réfléchissez, devenez riche. Okay. Encore, état d'esprit. Ton état d'esprit est très puissant. Tu le nourris, c'est ça qui va te donner tout ce que tu peux bâtir. Tout à fait. Et puis, le livre de... comment ça s'appelle? L'investisseur intelligent. Ok. Comment il s'appelle même? Je peux regarder. Oui. Et j'aime aussi La chèvre de ma mère. Ouais, j'allais te poser la question. On ne mange pas le capital. Ouais. C'est super important. J'ai lu ce livre, j'ai beaucoup aimé. Donc, il y a les livres de mindset que je peux recommander. Et puis, les livres l'investisseur intelligent. J'essaie de retrouver le titre, je vais regarder. Non, vas-y, je te laisse, je vais regarder. Et j'ai d'autres livres sur la bourse même. Par exemple, j'ai lu un livre sur le trading des options. Comment s'enrichir avec les options. Benjamin Graham, exactement. L'investisseur intelligent. L'investisseur intelligent. Ça, c'est un très bon livre qui va te permettre de comprendre les concepts. C'est pas du trading. Okay. C'est juste les concepts, acheter quelque chose qui a de la valeur. Donc, suivre ces principes-là. Par exemple, les livres de certains concepts de Warren Buffett. Ouais. Donc, ça, c'est pour les gens qui veulent vraiment cultiver cet esprit de long terme, cette patience. Mais pour moi, je me recommande d'abord, avant de commencer à aller dans la bourse, le mindset. Tout ce qui va toucher d'abord à reformater mon cerveau. Tout à fait. Parce que nos cerveaux ont été tellement formatés que si on prend le livre directement, je suis pas sûr qu'on va comprendre. Ouais. Et je dis ça à mes étudiants tous les jours. Quand vous venez, je vous apprends pas seulement à cliquer pour acheter. Nous, on commence toujours par pourquoi tu veux. D'accord. Quel est le potentiel qu'il y a dedans. Et je lis aussi les livres de plusieurs personnes qui ont eu du succès. Donc, je veux savoir quels sont les traders ou les investisseurs qui ont eu des résultats. Je lis aussi beaucoup de biographies de CEO, donc de PDG. Okay. Parce que si je veux investir dans Apple, si je veux investir dans Tesla, pourquoi? Faut que tu comprennes. C'est qui ce monsieur? C'est quoi sa vision? Je lis beaucoup leur biographie. Okay. Je veux comprendre comment est-ce qu'il voit le monde. Okay. C'est quoi le projet futur? Okay. Steve Jobs, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a motivé? Tu vois, Tim Cook, c'est qui? Zuckerberg, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Donc, tout ceci inspire. En tant qu'entrepreneur, je veux comprendre comment est-ce qu'il gère. Et je suis beaucoup aussi l'actualité boursière à la télé. Aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, là aussi des notifications qui te font des résumés. Et dit voici les 4 points les plus importants, telle chose. Je suis beaucoup de podcasts. Okay. Donc, quand je suis en voiture, c'est pratiquement des podcasts que j'écoute. D'accord. Ok. J'écoute aussi des grosses personnalités qui ont influencé le monde. Michelle Obama, j'écoute beaucoup. Ok, son podcast là. Oui. Elle vient de lancer un podcast avec son frère. J'écoute beaucoup. J'écoute. J'ai aimé par exemple quand il a dit. J'ai écouté un de ses podcasts avec Diary of a CEO, un anglais là. C'est Stephen Barrett. Voilà. Ouais, il était pas mal. Ouais, il disait que this is a scam. Le scam, c'est comme la piraterie. Ouais. Et c'était quoi? La manière qu'elle a expliqué ça, c'est que on nous a fait croire que nous sommes bêtes. On nous a fait croire que les Caucasiens sont plus forts que nous. Et elle arrive à l'université, elle se rend compte que, mais elle a des bonnes notes, elle a ceci, elle dit, mais attends, le système, mais ça, c'est du faux. Le faux qu'on nous ment. Tu vois, et j'ai trouvé ça très puissant. Elle a parlé de plein de concepts, tu vois, que j'ai trouvé intéressants. Donc, je suis beaucoup Oprah aussi, motivation, et Tony Robbins, plein de ces gars donc, beaucoup de pensées nord-américaines, quoi. Okay. Je suis très peu de francophones. Très peu. Ils sont en avance, les Américains, vu que c'est eux qui ont créé le système Exactement. capitaliste. Parce que nous, on ne voit pas de limites. Je trouve que le monde francophone est trop petit, voit trop de limites, n'est-ce pas? Déjà, même, on voit que la formation, c'est un problème. C'est un péché. Ceux qui forment. Alors, nous, on pense que la formation n'a pas de limites. Tu peux continuer à apprendre. Quelqu'un peut être mécanicien, il me forme. Il me montre comment il a fait. C'est pas forcément l'école classique. Tout à fait. Ouais. Tout à fait. Et le Bitcoin? Tu parles jamais de Bitcoin? Bon, le Bitcoin, je n'investis pas directement dedans. Ok. À la bourse, il y a des outils avec lesquels je peux avoir de l'exposition sur le Bitcoin. Ok. Mais ça a un grand potentiel parce qu'avec le régime de Donald Trump, sa famille, ils sont très pro-crypto. Donc, ça prend vraiment de l'ampleur. On est en train de mettre beaucoup plus de structures. Je pense que c'est là pour rester, quoi. Mais je pense qu'en même temps que ce n'est pas un investissement comme la bourse. Ok. On n'est pas encore arrivé à ce niveau, du moins. De maturité. D'accord. Donc, je dirais que la crypto a un grand potentiel, mais je ne mettrai jamais tous mes avoirs
dans tout. Ouais, je prenais une très petite partie pour aller mettre, et je ne fais pas ce que je ne comprends pas. Et on m'a dit justement, un gestionnaire de patrimoine qui me disait que le problème du Bitcoin par rapport à la bourse, c'est que dans le Bitcoin, il y a plein de gens qui ne connaissent pas et qui ne comprennent pas. Et donc, ils ont des réactions qui sont irrationnelles. Alors que dans la bourse, alors que c'est le même principe au final, on a plus de personnes qui connaissent. Et donc, les réactions, compte tenu de l'antériorité, sont plus rationnelles. Et donc, c'est plus facile de se projeter sur le long terme avec la bourse par rapport au Bitcoin. Oui, et tu peux comprendre la bourse, tu peux comprendre la fondation. Je t'ai parlé d'une compagnie qui fait le micro, Apple, plusieurs exemples. Ouais. C'est les business que tu vois autour de toi. Je peux aller dans Carrefour. Je peux entrer, je peux évaluer les services à la clientèle. Je peux voir les produits qu'on vend. Ah, c'est ça la bourse. Donc, toutes ces compagnies-là fonctionnent comment? Qui est à la tête? Ce n'est pas sorcier. C'est ce que l'on consomme tous les jours. Ouais. Donc, je peux savoir que sur le marché, tel produit ne passe plus. C'est pas? Donc, c'est facile d'évaluer, alors que le Bitcoin, c'est une monnaie digitale, et virtuelle. Ouais. Généralement, qu'est-ce qui fait qu'on achète? On dit en anglais FOMO. FOMO, fear of missing out. Quand je vois que ça monte, j'ai raté le bateau, il faut que je me lance. C'est un peu plus la spéculation. Ouais, c'est beaucoup parce que spéculatif. Il y a beaucoup de nouvelles, je m'en vais acheter. Alors que la bourse, je vais évaluer, est-ce qu'Apple vend suffisamment? Est-ce qu'elle a eu des bénéfices? Est-ce que telle compagnie est trop endettée? Et il faut que je prenne du recul. Ok. Ouais. Et merci. Je pense qu'on a fait le tour. Est-ce qu'il y a quelque chose dont on n'a pas parlé, que tu aurais voulu dire à notre audience? Au-delà tu as bien sûr parlé des événements, mais au-delà de ça. Je dirais que, merci déjà de m'avoir reçu ici. C'est normal. Ça me fait plaisir. Plaisir partagé. Et la deuxième fois que je reviens, je suis revenu parce que je me sens bien avec vous. Merci. Avec toute la communauté. Je dirais que, ici en France, on est trop sur la défense. En Europe, on est trop sur la défensive. On a l'impression que tout est fermé. Mais je pense que c'est pas leur faute. C'est pas la faute de ceux qui ne comprennent pas. Parce qu'on est dans un système qui, à mon avis, est saturé. Il n'y a pas déjà suffisamment de place pour les Français, pour les Allemands, pour les Européens, du moins. Nous, on vient encore grignoter leur petite part, là. Ils sont pas contents de nous voir. N'est-ce pas? C'est tout à fait naturel. Moi, je me rappelle, quand j'étais au Cameroun, nous, on voyait des Tchadiens qui passaient là, faire de la cordonnerie, tout ça, ils ouvraient des boutiques. À un moment donné, parfois, on était, pour être honnête, mais il fait quoi? Pourquoi il rentre pas dans son pays? On voyait parfois, quand ils ouvraient la boutique, on voit qu'ils viennent prendre nos petits business. N'est-ce pas? Les Chinois sont venus au Cameroun, ils ont vendu des beignets haricots. On n'a pas aimé. Mais ils viennent prendre nos petits business. Ouais. Donc, je pense que quand on transpose ici, on voit que quelque part, ceux-ci aussi trouvent que nous, on vient prendre leur espace. Parce qu'il est trop petit. Parce qu'il est trop petit. Ouais. Parce qu'eux-mêmes, ils sont dans certaines difficultés, ils ne sont pas aussi à l'aise qu'on le pense ou bien qu'on voit à la télé. Donc, ceci ne devrait pas nous permettre de nous laisser résigner. Donc, est-ce que on doit se contenter de ceci, de ce qu'eux nous présentent? Et une autre chose que je vois, c'est aussi parce que on a suivi cette éducation classique qui nous fait croire qu'on a fait sa part. On croit que c'est suffisant. Je suis allé à l'école, j'ai eu des diplômes, je suis sorti, j'ai la maîtrise, j'ai le doctorat, j'ai pas le salaire que je veux. J'ai dit toutes ces années d'études, comment je n'arrive pas à être où je veux? Et je suis même frustré que j'ai étudié longtemps, je n'arrive pas, tel est là-bas, il fait telle chose. Et on me dit encore de me former, mais il faut arrêter tout ça, c'est des escrocs. Et comme ça ne fonctionne pas pour moi, j'ai même pas envie de voir quelqu'un qui va dire le contraire. Parce que celui-là va démontrer que je me suis arrêté. Au milieu de mon parcours. L'école classique est bien, ça t'apporte ce minimum, cette base. Mais on ne devrait pas s'arrêter à mi-chemin. On devrait continuer, aller à l'école classique, avoir des compétences qui vont nous permettre d'avoir du boulot. Et quand on va avoir du boulot, ça nous permet d'avoir de l'expérience. Généralement, c'est là qu'on s'arrête. Qu'est-ce que je peux faire de mon expérience? Est-ce que je suis obligé de mettre ça à profit pour générer quelque chose? N'est-ce pas? Donc, c'est comme ça que je vois ceci. Et ne pas voir ceux-là qui se démarquent. On n'a pas besoin d'avoir un diplôme pour être un formateur, je ne pense pas. Le diplôme, c'est un document. Tu peux réaliser des choses. Si tu sais, à ton niveau, tu peux trouver quelqu'un qui a besoin de ce que tu sais. Moi, c'est comme ça que je vois. Moi, je continue à me former. Je m'en vais payer des gens, des coachs, qui ont plus que moi, qui ont ce que j'ai envie d'avoir. J'ai dit, comment je fais pour travailler, t'écouter? Donc, c'est toujours une formation. Pour moi, c'est toujours l'école. Donc, c'est ce que je dirais, à ceux qui sont ici en Europe, de ne pas abandonner, de se donner chance, s'ils veulent vraiment que la situation change, d'être curieux, d'être motivé, et puis, voilà. Ça va le faire. Ça va le faire. Tous millionnaires, tous milliardaires,
Je ne pense pas que tout le monde a besoin d'être milliardaire, millionnaire. Je ne pense pas que tout le monde, mais tout le monde a plutôt besoin d'être épanoui. Ouais. D'être épanoui, de vivre une vie qui lui appartient, de savoir c'est quoi sa raison d'être. Tu es là pourquoi? Tu es là pour quoi faire? Tu vois, tu es venu faire quoi sur la terre? Qu'est-ce que tu laisses à tes enfants que tu accouches là? Donc, je pense que, pas forcément le million, mais vivre une vie un peu moins stressante, beaucoup plus épanouie. Ok. Monsieur Happy, merci. Un plaisir. On se voit quand? Rappelle-nous les dates. 19, 24. On se voit donc le 19. Il y aura une masterclass gratuite sur Zoom. Je vais te donner le lien que tu pourras mettre dans la description. Direct. Bon, j'ai dit le 19. Peut-être si certaines personnes voient cet enregistrement après le 19, après la conférence, nous, on organise des masterclass chaque semaine. D'accord. Chaque mois, pardon. Ok. Donc, cette personne pourra utiliser le même lien pour s'inscrire à une masterclass plus tard. Ok. Si les gens veulent venir découvrir ce que j'espère d'ailleurs, venez à notre conférence. C'est à Roissy-Charles de Gaulle du 24 juillet au 27 juillet. Donc, je vais aussi donner des liens pour mettre ici avec des coupons de réduction si les gens veulent, ceux qui vont regarder, qui veulent saisir l'opportunité, pourront venir. Il y aura l'occasion de rencontrer mes étudiants, de poser des questions, de rencontrer ces étudiants qui ont fait des gains super intéressants, parler avec eux, voir c'est qui Happy, c'est qui mon équipe, découvrir d'autres panélistes comme toi-même. Et donc, il y a beaucoup d'éducation, beaucoup de célébrations et beaucoup de choses à manger aussi. C'est important. Très, très important. On va mettre les petits plats dans les grands, comme on dit. Ok. Ouais. Bon, en tout cas, merci. On a hâte de participer à tout ça. Et merci encore pour tout ce que tu as partagé. Nous, on veut que la communauté elle soit un high level, comme on dit, high network individual, qu'on soit tous des high net worth individual. Et je pense que le contenu que tu as partagé doit nous permettre d'aller vers là, d'aller dans cette dimension-là. Vision long terme, moi, c'est toujours ce que je tire de tout ce qu'on s'est dit. Vision long terme pour nous, vision long terme pour nos business, vision long terme par rapport à nos enfants également. Et il faut maintenant qu'on mette les choses en place pour que ça arrive. Tout à fait. Voilà. Merci beaucoup. Merci. À très bientôt. À très bientôt. À tous, merci de nous avoir suivis jusque maintenant. Et là encore, c'est plus fort. Ce que je vais dire encore aujourd'hui, c'est plus fort que d'habitude. C'est-à-dire, rejoignez-nous pour que on grandisse ensemble. Parce qu'en fait, dans notre communauté Black Network, on est sur des groupes WhatsApp où on échange. Et dans les groupes WhatsApp, il y a des gens comme Happy. Donc, si vous voulez parler avec Happy pour comprendre un peu ce qu'il en est, pour comprendre comment est-ce qu'on fait pour grandir, comment est-ce qu'on fait pour avoir 10 millions de patrimoine, rejoignez-nous, rejoignez Black Network, qui est la terre de croissance des entrepreneurs, de la communauté. Et c'est grâce à des outils comme ça qu'on va devenir puissant économiquement et qu'on va réaliser ce pourquoi on est venu en Occident. C'était pas pour rigoler, c'est pas pour jouer, c'est pour devenir puissant. À tous, on se voit bientôt et revoyez vos ambitions à la hausse. Ciao tout le monde.